Bonsoir à tous et bienvenue au sein de ce rendez-vous du mercredi soir. Depuis quelques années, les cas d'agression à l'école ont été largement relayés par les médias traditionnels, mais surtout par les réseaux sociaux avec des vidéos et des images qui font froid dans le dos. Sur le banc des accusés, les parents, les enseignants, la société, le système et j'en passe. Sentiment d'impuissance chez certains, recherche de solutions pour d'autres, autant d'éléments qui m'ont poussé à mettre en débat ce thème qui m'a été proposé par un observateur farouche et passionné de la société guadeloupéenne. Violence à l'école, à qui la faute? Ce soir, nous ne sommes pas venus pour identifier des coupables, mais plutôt pour comprendre ce phénomène et surtout identifier quelques pistes de solutions. Avec moi en plateau, plusieurs invités. Alors, il y en a que vous connaissez, d'autres un petit peu moins bien. Je vais débuter par les femmes, Evita Chevry, qui est avocate. Nous avons à ses côtés Raymond Otto, qui est sociologue, anthropologue. Et puis, nous poursuivons avec Harry Ancelade, qui est ingénieur, chef d'entreprise. Et puis, de l'autre côté du plateau, nous avons Jean Dernaud, qui est le secrétaire général du SPEG, donc le syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe. Et puis, pour terminer ce plateau, Michel Gédéon, qui est le président de la FAPEG, qui est la Fédération des associations de parents d'élèves de la Guadeloupe. Voilà, madame, messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau pour nous parler de ce thème, un thème pas forcément très facile, mais où je vous demanderai de dire les choses, puisque cette émission s'appelle « Que les choses soient dites », violence à l'école, à qui la faute? Voilà, alors j'aimerais quand même vous donner quelques éléments supplémentaires appuyés par des chiffres. La France est le 5e pays qui dépense le plus pour l'éducation après le Canada. Ce sont des chiffres de 2017, mais je pense qu'on y est encore. 85% précisément des Français, selon un sondage BVA, estiment que les parents ne sont pas assez sévères et pourtant, seuls 19% d'entre eux perçoivent les valeurs de respect et d'obéissance comme primordiales en termes d'éducation. Donc, ce sont quelques éléments que je vous donne pour un petit peu vous permettre d'avancer au sein de ce débat. Alors, en Guadeloupe, jusqu'à mai 2022, il y a eu une augmentation des faits de violence à l'école de 24%, donc sur une année scolaire. Voilà. Maintenant, on pourrait avancer bien d'autres chiffres, mais je pense que vous les connaissez plus ou moins et que ça vous permettra d'aller un petit peu plus en avant dans la réflexion. Alors, je vais faire un petit tour de plateau avec vous. Est-ce que aujourd'hui, vous vous dites que la violence en milieu scolaire est un élément nouveau? C'est nouveau. Est-ce que pour vous, c'est nouveau? La violence, parce qu'on en parle, mais certains disent, oui, mais en temps longtemps, t'es ni violence aussi, mais il n'y avait pas de relais au niveau des médias. C'est pour ça qu'on ne savait pas trop, mais que la violence est la même. Est-ce que vous avez ce sentiment? Vous n'êtes pas très âgé sur le plateau, mais... gentil pour nous. Pardon? C'est gentil pour nous. donc, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la violence en milieu scolaire est, en tout cas, plus présente qu'il y a 20, 30 ou 40 ans? Et je vais débuter par Michel Gédéon qui me regarde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc déjà, bonsoir à tout le monde, à tous les téléspectateurs de Canal 10. Première chose, et c'est la position de la FAPEG, quand nous parlons d'école, nous considérons que cette école-là évolue dans une société donnée. L'école n'évolue pas en dehors de la société. Donc souvent, effectivement, on parle de la violence, on a l'impression que voilà, cette violence n'intéresse pas l'école. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une recrudescence de la violence dans cette société guadeloupéenne et nous voyons également dans nos établissements scolaires des cas de violence. Donc ça prouve bien que l'école, effectivement, fait partie de la société.
Alors, est-ce Donc- que, juste pour compléter, pour que vous puissiez avancer, alors l'école était considérée comme un sanctuaire. Alors, on disait qu'à l'école, c'est une protection, on est en sécurité. Quand on est dans l'enceinte de l'école, ben, c'est ce qui se disait. Et c'est d'où ma question, est-ce que la violence en milieu scolaire est juste l'affaire d'il y a, je dirais, une Oui. dizaine d'années? Mais effectivement, je pense que la violence a aussi augmenté dans la société guadeloupéenne. Il y a quelques années, on partait, on laissait la maison ouverte, on allait se promener, il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de problème dans nos rues. Aujourd'hui, c'est pas pareil. On se rend compte bien qu'il y a effectivement cette montée de la violence dans notre société. Donc, elle intéresse aussi cette violence, l'école. Maintenant, l'école sanctuaire, c'est un souhait, c'est aujourd'hui presque un rêve. Parce que, effectivement, tout ce qui se passe en dehors des murs de l'école, on retrouve ça également au sein de l'école. Maintenant, il y a un travail à faire, on parle de la violence. À qui la faute? C'est la question qui est posée. J'ai presque envie de dire, la faute, elle est commune. C'est la faute de tout le monde aujourd'hui. Des parents, et nous, au niveau de la FAPEL, nous sommes une fédération d'associations de parents d'élèves, nous disons tout le temps à nos parents qu'il faut être des parents responsables. Et il faut s'assumer en tant que parents. Et nous le voyons aujourd'hui dans les établissements scolaires, de plus en plus de parents se désintéressent de l'école. Alors, on va y arriver tout à l'heure. Même si, il y a quelques années, quand on parlait de sanctuaire, il y a beaucoup de parents qui ne pénétraient pas dans l'école. Et ça aussi, on retrouve ce problème-là parce qu'il y a des stigmates dans notre société où on considère que l'enfant, on ne pénètre pas dans l'école. Et on rencontre ça aujourd'hui de par la participation de nos parents dans la vie de l'école. Il y a encore des parents qui ont du mal à franchir justement le portail de l'école parce que pendant des décennies, on a entendu dire qu'il ne fallait pas rentrer dans cette école-là. On ne pouvait pas y pénétrer. Donc, je crois qu'il y a énormément de choses concernant la violence. Bon, je laisse la parole aux autres. Mais c'est vrai, c'est un sujet vaste et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. On va poursuivre avec vous, M. Derno. Oui, c'est à moi. Oui. Alors d'abord, poursuivre bonsoir avec à tous les téléspectateurs de Canal 10 ce soir et à toute la Guadeloupe. Bon, alors je vais essayer d'abord de répondre à la question qui était posée, enfin pour le premier tour de table en tout cas. C'était est-ce qu'il y a plus de violence maintenant que par le passé? Alors déjà, il faudrait peut-être insister sur développer davantage sur ce que c'est que la violence, parce qu'on a toujours tendance à penser que la violence n'est que physique, mais elle n'est pas que physique. Elle peut être psychologique, elle peut être de notre ordre. Et à mon avis, oui, il y en avait sans doute. Il y a quelques années, on parlait de coups à l'école. Les coups qu'on donnait aux élèves, c'est de la violence d'une certaine manière. Mais c'était permis. C'était autorisé, c'était la violence légitime, c'était la violence légale, on va dire, qui était autorisée par l'institution. Et par les parents. Et les parents aussi, bien sûr. Moi, à l'époque, les parents même donnaient l'autorisation au maître ou au professeur de faire ce qu'il fallait en matière de correction pour que son gamin apprenne. J'aime bien faire ce qu'il fallait. Ouais, faire ce qu'il fallait, absolument, y compris les coups. Donc, si on regarde ça de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a toujours eu de la violence. Et puis, bon, moi, je me rappelle aussi, sur les bancs de l'école, il m'arrivait d'avoir des conflits avec des camarades et ça se terminait à 5 heures, après les coups. Donc, ça aussi, c'est de la violence. Bon, maintenant, je rejoins quand même Monsieur Gédéon quand il dit que notre société est violente et que l'école n'est pas à l'extérieur de la société. Sur la question du sanctuaire, moi, je suis assez d'accord avec ce terme-là. L'école a perdu de son sacré, malheureusement, de mon point de vue. Même si elle était toujours dans la société, on la préservait un maximum de cette société pour que la priorité soit la pédagogie, la priorité soit l'apprentissage et qu'on isole le maximum les enfants de ça. D'ailleurs, le projet, c'était faire le citoyen indépendamment des confessions et des confessions politiques et religieuses des parents. C'était ça le projet. Maintenant, c'est plus ça du tout. Le projet, c'est, je dirais, c'est LSH-ciser l'école. Grosso modo, moi j'ai envie de dire ça. C'est un terme que j'utilise un petit peu, que je peux inventer. C'est l'école, il faut regarder un petit peu ce que chacun attend, ce que les parents attendent pour la majorité d'entre eux, ou pour certains d'entre eux en tout cas. Je ne suis pas sûr que tous les parents attendent forcément que leur enfant apprenne. Je ne suis pas sûr maintenant que
les parents regardent avec attention à ce que leur enfant progresse. Qu'ils aient un diplôme, oui. Mais est-ce que pour autant, ils veulent qu'ils aient une tête bien faite? Je ne suis pas sûr. Et en plus, l'institution... C'est dur ce que vous êtes en train Non, de dire. mais moi, j'essaie d'être réaliste. La manière, les nombreuses réformes qui ont été faites ont cassé cette école. Elles l'ont cassé. Maintenant, c'est les discours qui font les gens à l'école, c'est apprendre en s'amusant. Alors moi, je suis d'accord. On peut apprendre, découvrir une notion en s'amusant. Mais moi, il y a des disciplines qui me passionnaient, mais qui m'ont embêté. Je suis tombé sur des exercices que j'ai dû suer pour y arriver, malgré que c'était la discipline que j'affectionnais. L'effort n'est plus au goût du jour. L'effort à l'école n'est plus au goût du jour. On n'apprend plus aux gamins l'effort. Okay, donc, de mon point de vue, quand on parle d'élèves, par exemple, j'ai pas envie d'être trop long. J'aurais tellement de choses à dire. Élève veut dire élever. Je pense que la finalité, de mon point de vue, de l'élève comme de l'homme, c'est l'élévation. Et là, on ne veut pas élever les gamins. Donc, on est dans un CLSH, grosso modo. Donc, grand ouvert à tous les comportements déviants. Et quand M. Gédéon dit qu'il y a des parents qui ont des stigmates, qui n'osent pas entrer, moi je crois que c'est plus des intérêts, franchement, pour la question qu'est l'école, parce qu'ils n'hésitent pas à entrer lorsqu'il s'agit de remonter les bretelles d'un enseignant. Maintenant même, quand les notes leur paraissent trop basses, moi je l'ai dit, non, ils n'hésitent pas à entrer. Ça arrive souvent que maintenant que des enseignants rencontrent des parents devant leur porte, devant la porte de leur salle. Alors que normalement, l'accès à l'établissement est réglementé. On a parlé des faits récents de violence. Il y a eu des faits récents de violence d'élèves vis-à-vis d'enseignants, mais aussi de parents vis-à-vis d'enseignants. Donc, moi, je crois que c'est encore une fois la sacralisation de l'école. Avant, le parent attendait une élévation de son enfant dans l'école. Il voyait l'école comme quelque chose de sacré qui permettait de servir d'ascenseur social. Maintenant, ce n'est plus les mêmes attentes de mon point de vue. Et en gros, quand la culture recule, c'est la sauvagerie qui avance. Je m'arrêterai là pour le moment. Merci. Donc, je partirai du côté de Evita. Tout d'abord, juste permettez-moi d'avoir tout d'abord une pensée très forte pour la famille Mouradel. Oui. Et pour évidemment Mario, qui a joué un rôle très très important pour les télévisions privées de ce pays-là. Et je suis d'autant plus émue que au tout début de cette télé, on a voulu l'éteindre. Et il m'avait fait l'honneur de me demander de présider l'association de défense de Télé Éclair. Donc, nous avons partagé des moments très forts et nous avions gagné. Et vraiment, je tenais à dire que c'est une personnalité, d'ailleurs une personne très, très, très gentille, une personnalité très importante de ce pays qui s'en va. Et je m'associe à vous, puisque j'ai le même sentiment, mais je voulais faire ce tour de table et puis revenir voilà. là-dessus. Donc, voilà. Et donc, sur la question de l'école, est-ce que il y a eu Nous, c'est notre vision, quoique on peut dire que 90% de ma famille ils viennent de l'enseignement, donc je veux dire, je le sais de très près, mais j'ai quand même un regard extérieur, puisque je ne suis pas dans la machine elle-même. Mais est-ce que la violence a toujours existé? C'est évident. La violence a toujours existé. La question qui se pose, est-ce qu'elle a augmenté? Je pense que c'est ça le vrai problème. Et si elle a augmenté, pourquoi? Alors d'abord, c'est vrai, ce que vous venez de dire, vous rappelez qu'il y avait à l'école la violence vis-à-vis des élèves. Ça, c'est pas contestable. Moi, j'ai connu, je pense que c'était peut-être les dernières années, au primaire, c'est pas les professeurs corrigeaient, ça c'est sûr.
Mais c'était les élèves, je me souviens à l'école primaire, c'était les parents qui venaient à la fin de chaque mois, la directrice venait annoncer les notes et les parents défilaient pour frapper les mauvais élèves. C'était les dernières années, mais ça existait. Ça, c'est pas discutable. Donc la violence vis-à-vis des élèves est certaine. Alors, ce qui, je pense, a changé, c'est le rapport des parents par rapport à l'enseignant. Il me semble, d'après tous les éléments que j'ai pu avoir, que pendant longtemps, la parole de l'enseignant ou de l'enseignante était importante. Et on admettait, l'enseignant disait, moi je pense que votre enfant est faible dans telle matière, etc. Il ne travaille pas assez bien. Les parents le croyaient. Maintenant, donc il y avait une alliance entre les parents et les éducateurs. Maintenant, ce qui me... Ça, depuis quelques années, il semble qu'il y ait justement un désamour. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a toujours les parents qui ne posent pas problème et qui suivent, mais de plus en plus, il y a une contestation de l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant donne une mauvaise note ou l'enseignant dit votre élève fait des observations, votre enfant, etc., ne fait pas ce qu'il a lieu de faire. Il y a contestation. En disant non, c'est pas vrai, mon enfant est le meilleur, ou mon enfant ne peut pas avoir fait ça. Quand un enseignant, souvent d'ailleurs, et d'ailleurs ce sont les conseillers d'éducation qui gèrent ces questions, certains vous disent que parfois les parents viennent d'ailleurs, et c'est souvent les femmes. Ça aussi, ça m'a étonné. Alors je sais pas, vous allez me le confirmer ou l'infirmer, mais il paraît que c'est surtout on voit surtout les mères. Et ça, il faut aussi se demander pourquoi, qui viennent en matière de convocation. Et les conseillers d'éducation, certains conseillers me disaient que, en plus, ils viennent avec l'enfant. Et comme la mère vient déjà pour contester, et que ça se passe mal, il n'est pas bon que l'enfant suive cette phase de la rencontre entre le conseiller et la mère, parce que en fait, et le parent, parce qu'en fait, il y a des mots, il y a de la violence verbale. Et l'enfant est là, il assiste à cela et ça le conforte d'ailleurs dans sa position anti-administration. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on n'est pas arrivé à trouver un juste milieu. Peut-être qu'il y a eu une trop grande puissance à un moment donné au niveau de l'administration, peut-être. Et ça, les spécialistes me le diront. Mais on n'est pas arrivé à trouver un équilibre. Donc, c'est vrai que l'enfant est le jeune est souvent renforcé, conforté par l'attitude des parents qui deviennent... D'ailleurs, il y a un conseiller d'éducation qui m'a dit, maintenant, les parents jouent le rôle d'avocat de leur enfant. Donc, leur enfant a toujours raison. Et ça, effectivement, ça crée un problème. Ça crée un problème, pourquoi? Parce que la question de l'autorité, la question du respect se pose. Et ça aussi, c'est une question, je pense, sur laquelle il faudra débattre. Pourquoi il n'y a plus l'autorité et le respect? On me disait que j'ai un ami qui est proviseur, il me dit, déjà, quand je rentre dans une classe, c'est vrai que moi, quand j'étais au lycée, le proviseur rentrait, d'abord, tout le monde se taisait, tout le monde se levait. Maintenant, on ne se lève plus. On rigole, on plaisante, le proviseur est rentré, ça n'intéresse personne. Donc, il y a quand même quelque chose qui a basculé, et c'est dû à l'éducation. Donc, je pense que les parents ont un rôle fondamental. Il y a un travail énorme à faire sur les parents parce que leur relation avec l'enfant a changé. Il n'y a plus la notion d'autorité, de respect comme on a pu l'avoir avant. Et donc, obligatoirement, et dans la mesure où ils sont devenus les alliés absolus de leur enfant, l'enseignant a perdu aussi de son importance. Donc, c'est ça qui peut expliquer que la violence, elle commence, manque d'autorité, manque de respect, et puis évidemment, la violence de la société, évidemment, se projette chez les jeunes, et les jeunes, dans la mesure où ils se rencontrent de 8h du matin à 5h de l'après-midi, évidemment, la violence qui est à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur. Donc c'est tout ça qui explique, il me semble, qu'on parle de plus en plus de violence à l'intérieur de l'école. Voilà, Harry.
Oui, bon, j'ai entendu pas mal de choses et ça montre bien que le problème est vraiment sérieux. Mais la question, alors, déjà, il y a une question que je me pose parce que l'évaluation, c'est sûr qu'on a vraiment le sentiment qu'on parle de plus en plus de violence. Alors, est-ce qu'il y en a plus? Mais on parle de plus en plus de violence. Bon. Est-ce que c'est un débat vraiment local? Et j'irai même plus loin. Est-ce que c'est un débat seulement national? Ou est-ce que vraiment c'est l'humanité qui avance comme ça avec la technologie, avec tout ce qu'on a comme les outils numériques, etc. Et ça, c'est aussi une question, parce que faut pas oublier on parle de violence. Moi, récemment, j'ai entendu que c'est un jeune mineur qui est rentré aux États-Unis dans une école et qui a fait feu. Hein. Et que tu as tué beaucoup de monde. On entendait ça, mais c'était pas comme ça. J'étais surpris. C'était un mineur qui était en classe. Donc, on est en train d'avoir la même... On retrouve cette situation-là, j'ai l'impression, un peu partout, et c'est inquiétant. Donc, ça veut dire que la cause, elle n'est pas que locale. Je pense qu'il y a un problème qui est... Parce que bon, j'entends les informations comme tout un chacun, mais de temps en temps, quand on écoute les informations nationales, le comportement de parents, je l'entends aussi, qui arrive dans une école, dans une région quelconque en France, j'entends les mêmes faits. J'entends souvent les mêmes faits. Donc, il n'y a pas une différenciation nette entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. C'est le sentiment que je... Mais par contre, la comparaison entre ce qu'il y avait avant et maintenant, j'ai l'impression que ça a basculé, parce que tout à l'heure, on parlait d'une violence du maître. Il y avait l'enseignant, il était le maître de la situation, et il avait autorité. Il y a deux choses qui m'ont intéressé dans tout ce qu'on a dit. C'est il y avait autorité du maître, mais c'était admis par la famille. Et il y a une phrase qui a été dite, qui pour moi était clé. La famille, à l'époque, considérait que le développement de son fils passait obligatoirement par une réussite scolaire, l'ascenseur social. Maintenant, les gens... D'ailleurs, la famille va plus être vigilant, à savoir si le fils joue bien au basket, au football ou un truc comme ça, que s'il comprend bien les maths. Moi, je note que ça a beaucoup évolué. Et le pire, c'est plus important. D'ailleurs, c'est bizarre, mais je trouve que c'est encore plus important chez les parents aisés. Il y a, quand on parle d'enfant, la réussite aujourd'hui... J'ai le sentiment que la réussite scolaire n'est plus l'élément clé, ce qui aspire le plus, parce que, je sais pas, on a l'impression que, bon, ça n'offre pas de grande voie et que n'y a pas de garantie de ceci, garantie de cela. On a dévalorisé un peu ça. Bon, n'oublions pas aussi, un autre débat, il y a un autre débat aussi derrière ça, hein. La notion des diplômes, parce que, par contre, il faut être honnête, hein. Moi, j'ai fait quand j'entends les notes et je vois ce qui se passe aujourd'hui dans les bacs scientifiques, etc., bon, je reconnais que, franchement, on parle plus des mêmes choses, hein. Moi, j'ai 12 ans mathématiques à mon époque, et aujourd'hui, c'est du 18. Je veux dire, il n'y a pas... On a vraiment... on a poussé. Non, mais honnêtement, j'ai vraiment le sentiment. Ça, quand je vois... c'est pas du tout la même chose. Alors, là, on a décidé de... La réussite aussi, on a décidé d'en faire une sorte il fallait une masse de bacheliers, de ceci, de cela, et on a vulgarisé là aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on a... il y a tellement de causes... à atteindre. Mais oui, mais c'est ça. Mais vous savez, finalement, on a abordé l'école un petit peu... Alors, c'est paradoxal, parce qu'on a voulu beaucoup de réussite, et en même temps, là où il fallait investir, quand je regarde bien, aujourd'hui, un pays comme la France, au niveau où est la France, quand je vois le désert médical français aujourd'hui, il n'y a pas assez de médecins en France. Vous vous rendez compte que la France prend des médecins de pays sous-développés? C'est un abus inadmissible, parce qu'il faut les former. Quand un pays sous-développé arrive à faire 2 médecins, quand la France elle les récupère en jouant sous le fait qu'on va les payer et qu'ils viendront pour un meilleur salaire, c'est inadmissible. Cuba sort des médecins en quantité. En France, c'est un problème. Moi, j'ai vu des jeunes en France aller faire médecine en Belgique. Maintenant, on ne les reçoit plus. Ils vont en Croatie, ils vont en Roumanie, ils vont partout. Là, ça veut dire que la France ne finance plus. Et n'oublions pas une chose, je vais encore sur notre terrain, l'ingénierie. Un moment, quand la France a réalisé que la France prenait un retard énorme en termes d'ingénierie, parce qu'ils avaient tendance à faire le nec plus ultra, les grandes écoles. Mais les grandes écoles étaient limitées. Mais oui, mais ça ne fait pas
marché, une industrie, et c'était leur problème. Alors, à la dernière minute, on a créé des écoles rapidement à l'INSA, etc. Et en définitive, aujourd'hui, les écoles privées ont beaucoup participé à la création d'ingénierie ou de grandes écoles de différentes choses. Alors qu'avant, le peu que l'État prenait était limité par des concours très stricts, très rigoureux, et c'était très élitiste. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais en prépa, j'entendais tout le temps, vous êtes l'élite de la France. Et on était fiers de nous dire ça, vous êtes l'élite de la France. Sauf qu'il y avait besoin de beaucoup d'ingénierie. Donc, alors maintenant, je pense qu'aujourd'hui, chercher le comment remettre de l'équilibre dans tout ça, je vous dis que ça me paraît lourd comme challenge, hein, c'est très très lourd. Raymond, pour vous, vous avez entendu tout ce qui a été dit. Le sociologue de ce plateau, c'est vous. Qui a dit ça? Est-ce que quelqu'un a vérifié que j'ai des diplômes? Non. Donc c'est une affirmation gratuite. L'introduction peut surprendre, mais en final de compte, la question qui est posée aujourd'hui est essentielle. Elle aurait dû être posée déjà dans les années 80, lorsque l'économie, et je rejoins Harry, de la France s'est transformée. On est passé de l'ouvrier aux machines automatisées, après aux machines informatisées. Sauf qu'on est un pays qui n'aime même pas faire les évaluations. L'école vit dans son bassin. On ne peut pas séparer l'école du bassin dans lequel il évolue. Et pour répondre à la question posée, il suffit simplement de voir l'étude qui a été réalisée par Micheli. Il y a moins d'actes violents dans les écoles de France aujourd'hui, mais ils sont de plus grande gravité. C'est-à-dire il y a moins, mais ils sont plus graves. Et tout ce qu'on vient de dire là corrobore à plusieurs choses. De quelle école parle-t-on? L'école qui était sanctuarisée, c'est l'école de nos grands-parents, où effectivement on était dans une société rurale, où l'unique ascenseur social, c'était ça. Et le maître avait pour mission première de former l'élite dont avait besoin le milieu rural. C'est-à-dire le secrétaire de mairie, ces personnels-là. Ça avait une telle importance que l'organisation de la famille se jouait sur ça. Je ne veux plus donner le verre de mouton, je veux de quelqu'un qui tient une plume. Donc, changer de référence. La deuxième chose, c'est que l'école était dans les familles, puisqu'en finale de compte, notre réussite passait par la réussite de nos enfants. Donc, lorsque ton enfant avait un certificat d'études ou autre, parce qu'à l'époque, on pouvait travailler avec un certificat d'études, d'accord? Mais on était dans une période où la question du travail ne se posait pas. Oui, mais ces parents-là, génération certificat d'études... Attends, on y va doucement. Oui. Parce qu'on a tout dit, on a déjà fait la démonstration. Donc en fait, c'est simplement remettre les choses en perspective pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Lorsqu'on est passé dans une société ouvrière, et d'ailleurs, dans une émission avec Harry avait rappelé pourquoi on a créé des filières techniques scientifiques. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient concevoir une machine, oui, mais la construire, non. Donc, il fallait créer une section de gens qui sont en capacité de construire. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que l'école a toujours su ce dont avait besoin la société, sauf que les technocrates de la société n'ont jamais voulu suivre les attendus de l'école. Et ça, c'est le premier point. Lorsqu'on parle de violence institutionnelle, on parle de ça. Dans un territoire comme celui de l'archipel de Guadeloupe, on va parler de la Guadeloupe, puisque la question que tu as posée en 3 temps, elle est essentielle. Pourquoi c'est le national qui me dit ce dont j'ai besoin? Comment ne veux-tu pas effectivement que l'école soit en distorsion avec son bassin de vie? Aujourd'hui, nous découvrons que nous avons besoin de métiers autour du bien-être. Tu veux me dire que personne ne vient en Guadeloupe pour voir que depuis les 52, lorsqu'on a fait le baby, il y aurait des vieilles personnes? Tu veux me dire que c'est aujourd'hui qu'on découvre qu'il faut effectivement qu'on ait des infirmières spécialisées en gérontologie? Il faut qu'on arrête. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette volonté non plus de faire de l'école, parce que c'est ça la fonction première de l'école, c'est de reproduire les inégalités de la société. Et on l'a oublié. La première de l'école, c'est de reproduire les inégalités. Mais oui, lorsqu'on parle d'ascension sociale, c'est-à-dire qu'on tolère effectivement que l'enfant de l'ouvrier devienne effectivement ouvrier spécialisé, mais l'enfant de l'ouvrier ne peut pas venir ingénieur.
On va s'organiser et on s'est organisé. Oui, mais Ah quand non, mais il y en on a eu repart, non, oui, mais Attends, quand on repart, Je suis pas d'accord. dans- On a eu. Laissez-moi finir. Non, je suis pas d'accord. On va, non, là. Mais justement, on peut ne pas être d'accord. C'est ça, Voilà. justement, la richesse de l'école, c'est de pouvoir entendre le discours de l'autre, même si on ne partage Ah oui. pas, mais qu'on le laisse terminer. Ouais, oui, cher ami. Et donc, Surtout toi, Raymond, tu as l'air d'être effectivement un homme dont on peut arrêter la parole. n'est-ce Oui, pas? c'est vrai. Oui, oui, vraiment. j'ai ça comme Je défaut. suis impressionné. J'ai ça comme défaut. Non, pour revenir sur ce que je suis en train de dire, l'ascension sociale, on l'a cassée à la fin des années 70. C'est pas le fait du hasard, c'est une volonté. D'accord? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que normalement, tu ne peux pas sortir comme ça. Lorsque Harry parle de son parcours, il te dit, lorsqu'il arrive en France, on le regarde comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux lui faire là? Tu n'es pas censé arriver là. Lorsqu'on parle de plafond de verre, on parle de la même chose. Hein? On a changé le terme. Mais c'est la même chose. D'accord? Ce qui fait que la violence que tu vois aujourd'hui, et tu veux effectivement savoir à qui la faute, il faut que tu regardes toutes les étapes de ça. Alors on venait aux années 80. Année où effectivement, la France et nous aussi connaissons ce qu'on appelle, non pas un chômage conjoncturel, mais un chômage structurel. Quelle est la voie qu'on a ouverte? C'est celle de l'enseignement. Avec une licence, tu passais le concours, tu devenais enseignant. Est-ce qu'on était dans la phase encore des enseignants qui venaient par mission d'éducation? Non, l'école a servi de réponse à un moment donné. Et oui. Et donc, l'école qu'on voit aujourd'hui et que personne n'arrive à comprendre, sauf que l'école a absorbé toutes les mutations de la société, à la fois nationale, mais aussi à la géopolitique. Et donc aujourd'hui, l'école que tu as, c'est une école qui est, d'ailleurs, on a refusé la loi de Vaquier, je reviens dessus, hein, mais on l'a aujourd'hui. Hein, ce sont les entreprises qui financent les grandes écoles. On est d'accord? Mais depuis longtemps? Oui, non, mais je dis, on a refusé la loi de Vaquier. d'accord. Oui, 86, on a refusé la loi, mais on l'a réhabillée, donc en fait, on est revenu. Et ce que vous disiez tout à l'heure, tout ce qu'on a dit là, l'école d'aujourd'hui de la République va être encore plus élitiste sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur financier. Tu pourras être rose en Guadeloupe, mais si on ne te donne pas un logement pour ton enfant, c'est mort. Tu pourras être rose ici avec toutes tes relations, mais si on décide effectivement que numerus clausus, que ton enfant, même s'il est brillant ici, eh ben, il ne sera pas brillant là-bas, tu ne peux pas gérer sur ça. Et l'État gardera toujours, l'État de manière générique, hein, pas dans une conception géopolitique, l'État gardera toujours la main sur le tri de l'élite. Et même si on a dit qu'on va détruire les grandes écoles, c'est faux. On continuera toujours, parce que la fonction de l'école, je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est pas d'aplanir les inégalités. Non, au contraire, tu as des étudiants qui vont échapper à la règle, et on le voit, hein, toute la génération qu'on a eue, qu'est-ce qu'on a produit en premier en Guadeloupe? Des médecins, des avocats. C'est vrai. Et après, on a produit les sciences humaines. On est d'accord? C'est la génération qui est en train de partir, qui est en train de mourir aujourd'hui. C'est ces trois générations qu'on a produit. Après, on a fait le commerce. Pourquoi? Parce que c'était la réponse de l'international. Mais est-ce qu'on a répondu aux attentes même du territoire? La réponse est non. Aussi bien ici qu'en France. On a des déserts par rapport à des territoires parce que simplement, à un moment donné, les têtes pensantes, c'est-à-dire toujours le giron parisien, décide de quoi a besoin la société dans sa globalité et la produit. Bien. Alors. À qui la faute? À nous. Ah, j'ai vu des réactions, donc vous pouvez y aller, hein, Oui. de toute façon, les uns après les autres. Mais j'aimerais juste dire à Raymond que, bon, il a peut-être raté un petit maillon dans les choses, puisque les grands-parents disaient quoi à l'époque à leurs enfants? Ils disaient aux enfants, ils allaient attacher les cannes dans les champs. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Moi, on ne veut pas de mon en moins, aïe, Marie, Con. Faut pas mettre ça dans le discours. Non, ça va pour lui. Aïe, Marie, Con. Oui, je sais. Donc, on fait tout. On ne sait peut-être pas lire ou écrire, ou bien lire ou écrire, mais on fait en sorte que les enfants puissent, eux, aller à l'école et qu'ils puissent se sortir d'affaires, entre guillemets, et qu'ils soient fonctionnaires, on fait les choses comme ça. Donc, il y a eu ce maillon-là aussi, à l'époque,
où nos grands-parents, c'était ça. Il fallait réussir dans la vie pour ne pas aller au champ. Bon, attends, accorde-moi une minute pour revenir. Une minute. Une minute. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas interroger cette partie-là? Parce que c'est ce qu'on utilise souvent dans nos discours. En fait, lorsque le parent te dit qu'il ne veut pas que son enfant retourne au champ, c'est la dureté du champ. C'est-à-dire que le parent était capable de se sacrifier et sur la paye de la quarantaine, payer sa maman pour faire des cours supplémentaires. Pas ta maman, mais tu as compris. Justement, elle donnait des cours, mais gratuitement. Voilà. Elle fait partie de cette génération qui était des militants et qui, justement, donnait des cours particuliers, mais gratuitement. Ça, c'est une référence. Et la deuxième chose que je veux rapporter à l'histoire de la Guadeloupe, et je dis ça devant M. Gédéon, lorsque le Parti communiste s'est installé en Guadeloupe, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'éduquer les masses. Comment? Pourquoi M. Gédéon, il dit? Pourquoi M. Gédéon? Parce que c'est une conversation qu'on a déjà eue, toi et moi. Moi, j'ai une question par rapport à M. Otto. Oui. Quand tu dis que l'école est là pour recréer les inégalités, est-ce que c'est toutes les écoles dans tous les pays sur la planète? Est-ce que c'est dans l'absolu? Est-ce qu'une école ne peut pas être autre chose que la reproduction des inégalités? Je vais te répondre, non pas pour l'école, mais pour un autre truc. Une expérience qui a été menée sur 2 scolaires, 2 enfants. Un dans un quartier populaire et un dans un quartier résidentiel. Et cette étude a été menée, bon, tu as bien compris que c'est les pays nordiques qui font ce type d'études, ont démontré effectivement que si tu changes l'enfant qui a grandi dans le quartier populaire, tu le mets dans un résidentiel, il va s'adapter. Lorsque tu prends l'enfant qui est en résidentiel, tu le mets dans le quartier populaire, il ne s'adapte pas. Parce qu'en fait, si tu veux, la difficulté de notre société, c'est qu'on pense effectivement que les choses sont faites par hasard, mais elles ne sont pas faites par hasard. Lorsqu'on crée une résidence, tu verras qu'il n'y a pas de lolo dans une résidence. C'est en périphérie de tout, donc pas de bruit. Et culturellement, ce que disait Harry, tu vas dire à ton enfant de ne pas aller à l'école pour apprendre, tu vas dire à ton enfant, va à l'école pour te réaliser. C'est-à-dire que tu es déjà dépollué des contraintes de manger, des contraintes de savoir si il va y avoir des sanitaires, puisque c'est une discussion que j'avais cette semaine en disant aux gens que la question des sanitaires chez nous avait une importance. Si moi, la maison n'est pas des sanitaires, et celle d'Harry n'a pas, eh bien, Harry qui dit, moi, viens jouer à Kazaï, mais lorsque je dis un petit pipi, il y a tout le champ derrière. Et on a minimisé l'impact de ces choses-là dans nos sociétés, mais ça a une vraie importance. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a fait grandir des générations sur le mérite. C'est-à-dire, tu vas avoir des gens qui vont s'accrocher, vaille que vaille, peu importe les épreuves de la vie, mais le fait que Yobayo ont éducation solide, mais pas éducation scolaire, hein, éducation de la vie, ce qu'on appelle l'université de la vie, ces personnes-là peuvent tomber et rebondir. Peu importe là où elles iront, et après, elles seront des combattants. Mais je ne suis pas sûr que tu as répondu à ma question, hein, pour autant. J'ai pas l'impression que tu as répondu. Tu m'as donné un exemple de ce qu'on vivait. Mais grosso modo, est-ce qu'on ne peut pas croire que, par exemple, nous, demain, si on vient en responsabilité en Guadeloupe, qu'on conçoive une école qui n'a pas pour but justement de reproduire les égalités? Est-ce que c'est absolu, ça? Non, l'absolu. Parce que je comprends bien. Qui va te mettre au pouvoir? Mais c'est pas, je ne parle pas de moi. Non. Ça peut être un projet. Non, on garde l'exemple. La personne. Attends, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. La personne qui te met au pouvoir dans un but de. L'école, et il y a un président de la République que j'aime. Tu parlais de M. Moadel tout à l'heure. M. Mitterrand. Comment il a réglé la difficulté de la fronde contre la France en arrivant au pouvoir? Il a dit effectivement, il y aura des télés régionales. Point très. Il n'a pas résolu le problème, mais il a noyé le poisson. Tout le monde sait que l'école, c'est là où tu peux modeler les cerveaux. D'ailleurs, tu verras qu'effectivement, que les associations d'étudiants ont des trajectoires, les présidents d'associations d'étudiants ont des trajectoires particulières, soit à droite, soit à gauche. Parce qu'en final de compte, ce qui intéresse toute société, c'est de pouvoir maîtriser ses masses. Et maîtriser les masses, c'est pas la pensée libre. Hein. Même aux États-Unis, où on parlait tout à l'heure. Oui, mais tu parles en général. Moi, ce qui m'intéresse là. Non, je suis pas. Il va parler de 2 modèles. Je lui donne 2 modèles, français et américain. D'accord, mais ça, c'est pas. Bon, ce que je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, moi,
c'est que nous puissions, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas d'accord, ça, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est une conception, mais c'est, comment dire, un regard que tu portes sur l'école en soi dans le monde. Enfin, dans les pays que nous connaissons, parce qu'il y a des pays dont on ne maîtrise pas encore la façon dont ils se structurent. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où je dis que je ne peux pas laisser dire ça en hommage à tous ces enseignants, la première bourgeoisie noire qui arrive, la première bourgeoisie noire, sont des enfants dont les parents ne savaient ni lire ni écrire. Nous sommes d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Non, mais il faut qu'on dise les choses. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment qu'on dise les choses? Attends, mais Raymond, moi je parle de choses que je connais. Je connais les petits-enfants de ces gens qui sont maintenant, qui ont peut-être 80 ans, ou 75 ou 80 ans. Ils disent que leur arrière-grand-père ou leur grand-père ne se sont rendus compte que leur mère, par exemple, ne savait ni lire ni écrire, parce qu'un jour, elle leur faisait réciter leurs leçons et elle tenait le livre à l'envers. Et c'est en regardant comme ça, l'enfant se dit, mais tiens, et la maman disait, non, tu l'as pas bien dit, parce qu'elle se rendait compte à la voix que l'enfant hésitait sur un certain nombre de choses. Et je dis que ça, toute cette génération-là d'enseignants qui se sont mobilisés pour pouvoir faire en sorte que justement des enfants vivant dans des cases de terre battue, avec des caisses à morue, il y avait une bougie, ils avaient le nez noir parce qu'ils respiraient, et ils les ont fait travailler au point qu'ensuite ils sont arrivés à façader en France avec les meilleurs. Cette école-là, elle a existé. C'est-à-dire que nous avons eu, à un moment donné, un tel souffle et comment dirais-je, Yves vient d'en parler, il y avait une telle volonté de faire réussir les enfants que les parents qui mettaient leurs enfants parce que c'était obligatoire, il y en a qui les mettaient aussi parce qu'ils voulaient justement que leur enfant avance dans la vie, mais il y en a qui les mettaient aussi en se disant, bon, j'attends 14-15 ans qu'il ait fini pour aller dans les champs. Eh bien, ce sont les enseignants de ce pays-là qui ont fait que ces enfants-là, il y a toute une génération qui a fait les grandes écoles, mais c'est une réalité. À la limite, je me dis, il y en a même plus qui ont fait les grandes écoles, peut-être à cette époque, que maintenant où tout est vulgarisé. Mais ça veut dire qu'on est capable de construire si l'on veut, et je dis sur le plan local. Parce que quand on dit... Harry, je comprends ce que dit Harry, mais je dis Harry, attention, c'est pas parce que dans le monde entier qu'il y a de la violence qu'on ne doit pas gérer nos propres problèmes à nous et de dire voilà ce qui a changé dans notre comportement et que devons-nous faire pour pouvoir réussir cet aspect qui est essentiel. Et c'est ça Michel Gédéon. Voilà, c'est ça. Une seule question pour elle. Alors, une question et après Michel Gédéon et on fait... Réponds-moi en toute honnêteté. Oui. Tu as combien de générations de la ruralité? Je sais pas, il y a 4 générations, peut-être. 2 chez moi. Tu parles de qui? Moi, personnellement? Je sais rien, moi. Oui, je dois avoir 4 générations. Oui. Il y a 2 générations. Mes grands-parents étaient des cultivateurs avec un niveau de français et de 2 générations. Ce dont tu parles, tu vois, c'est pour ça que je dis, si tu veux qu'on en parle, on en parle sérieusement. Si, je parle sérieusement. Oui, parce que je suis née, ma mère a fait partie de ces militantes. Et qui, je suis désolée. Raymond, et qui ont produit... Nous passons de l'autre côté du plateau et puis nous irons du côté d'Harry. Alors, Michel Gédéon. J'ai envie de replacer effectivement cette discussion dans un contexte historique. Parce que l'école en Guadeloupe a une histoire. Il faut rappeler que l'école ainsi que la religion, l'école a accompagné les premiers colonisateurs en Guadeloupe. Parce que l'école et la particularité de la colonisation française, c'est une colonisation qui se fait au niveau de l'esprit. Beaucoup, donc c'est pour cette raison, on voit les enseignants, on voyait effectivement les prêtres qui ont colonisé, et c'est une particularité de la colonisation française chez nous en Afrique.
C'est encore le cas de Polynésie. Contrairement à la colonisation anglaise, qui s'est appuyée beaucoup sur l'aspect économique. Donc, ce qui veut dire que le but de l'école, et c'est vrai, c'était de former des hommes, mais des hommes à l'image du colonisateur. Et c'est vrai, à un moment donné, l'école a participé, et on le voyait, la promotion passait par l'école. Parce qu'on vivait dans une société qui quand même sortait, qui a une histoire particulière, l'histoire de l'esclavage. La terre, c'est quand même lié à la souffrance. Il fallait se détacher de cette souffrance au maximum. Et les enfants allaient à l'école parce qu'ils avaient là un objectif, ils voulaient réussir. Et l'école, c'était effectivement ce qu'on appelle cet ascenseur social, effectivement, qui a permis la réussite d'un certain nombre. Mais faisons attention dans ce genre de débat pour ne pas généraliser les choses. Pour ne pas dire que effectivement l'école d'avant était meilleure et permettait une plus grande réussite. Ah non, Non, c'est ce que moi je dis. Non, je n'ai pas dit qu'on avait dit. Okay. Non, je le dis. Parce que c'est vrai, parfois on l'entend. Et j'entends parfois les gens dire que, ouais, avant, on a réussi plus qui allait. Comme on entend, du genre, avant, les gens vivaient plus longtemps. Voilà, ce sont effectivement des mensonges qu'on assène qui peuvent devenir une sorte de vérité. Mais ce n'est pas une vérité. Donc, l'école, effectivement, il y a certains qui réussissaient il y a quelques années. Il y a certains. C'était une minorité qui réussissait. C'était une minorité. La réussite, effectivement, était visible parce qu'on sortait de très, très bas. Donc, cette réussite-là était très visible. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur l'école. Moi, je pense que, et on parlait de la, notamment... Alors, on va se recentrer quand même sur le thème. Oui, je reviens. Sur les violences. J'ai entendu, on parlait par exemple des mathématiques de niveau des élèves à l'époque. Peut-être qu'il y a une réflexion à mener. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à enseigner les mathématiques comme nous l'avons enseigné il y a quelques années? Quel est aujourd'hui le niveau d'intelligence d'un enfant? On se rend compte qu'un enfant qui a 10 ans en 2022 n'a pas le même niveau d'intelligence qu'un enfant qui avait 10 ans en 1970. C'est-à-dire? C'est-à-dire, cet enfant, bien entendu, il y a des exceptions. Vous avez des enfants qui sont très brillants, qui ont énormément de connaissances, qui ne sont peut-être pas des connaissances mathématiques, mais qui vivent dans une société différente, qui connaissent autre chose. L'école n'a pas su, et jusqu'à aujourd'hui, l'école n'arrive pas à s'adapter à ces changements-là. L'école continue de vivre encore en dehors d'un certain nombre de réalités. Un certain nombre de réalités. Moi, je vois le vocabulaire autre, la grammaire et compagnie. Il y a peut-être, à un moment donné, il faudrait peut-être se dire qu'il faut réformer les choses. Il faut réformer. Ça peut-être sûrement, ça fera mal à des puristes. Sûrement, peut-être j'en fais partie. Mais il faut se rendre compte, par exemple, la langue évolue, et à un moment donné, il y a l'usage, il faut tenir compte de l'usage de cette langue. L'école en permanence, et aujourd'hui on le voit, on a l'impression que parfois la vision, en tout cas ceux qui dirigent l'école aujourd'hui, ceux qui évaluent cette école-là, s'arrêtent sur des notions qui sont plus ou moins dépassées. Je crois qu'il faut effectivement qu'on accepte au niveau de l'école et dans d'autres secteurs, qu'on accepte aussi qu'on admette que la société a évolué. Alors, je me rends compte... C'est toute la difficulté. Mais quelle société? C'est toute la difficulté. Il parle de la France ou pas? Non, je parle Vous parlez de quoi? Je parle de la société guadeloupéenne aussi. Ah, d'accord. Mais c'est je vous signale que le programme scolaire est fait en France. Non, mais justement, j'allais venir. Mais voilà. Donc, on est également dans une société qui a une école, qui ne maîtrise pas grand-chose de cette école-là, qui ne maîtrise pas grand-chose de cette école. Et c'est vrai que concernant, et ça c'est un véritable problème, le contenu des programmes. D'accord? On parle d'école, On n'a aucune maîtrise aujourd'hui en Guadeloupe sur le contenu des programmes. Ah ben oui, mais on n'a aucune maîtrise, et on le voit par exemple en histoire-géographie, etc. D'accord? Sur notre environnement proche, sur la littérature, etc. Donc, ouais, c'est complexe cette histoire d'école. Et pour finir, concernant les parents et la relation aujourd'hui avec les enseignants, les parents aussi ont changé.
les parents ont changé parce qu'aujourd'hui, les parents peuvent ouvrir un livre et comprendre. Et parfois, ça peut mettre en difficulté aussi l'enseignant. Parce que quand le parent n'est pas très sage, il peut aussi se transformer en pédagogue et en enseignant. Ça peut créer effectivement des difficultés. Et frictions. Ça peut créer des frictions. C'est vrai. Et je crois qu'on est dans une société où les choses ne sont pas simples. Avant tout, dans le monde, et même l'organisation du monde, c'était une organisation plus ou moins binaire. On n'est pas dans cette organisation binaire. Et je crois que les choses ont évolué. Il faut que nous, parents, que nous comprenions effectivement qu'il y a cette évolution. Nous, à la FAPEL, nous disons, parents, vous n'êtes pas des pédagogues. Vous n'êtes pas des pédagogues. Il y a l'espace de la pédagogie qui est celui de l'enseignant. Vous êtes parents, et même si vous êtes pédagogue, parce qu'il y a des parents qui sont des enseignants. Donc, restez en dehors, en tout cas, de cet espace-là. Regardez, jetez un coup d'œil, mais laissez le soin à l'enseignant d'évoluer. Oh, les parents. Alors, je me suis les quand parents même sont dans rendu l'école compte d'une maintenant. chose. Ils Oui, sont les dans les parents conseils de Je me suis rendu discipline. compte d'une chose. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Non, mais je veux dire, ils sont partout ils sont S'il partout vous les plaît. parents maintenant dans l'organisation de l'école. Mais ils n'enseignent S'il vous pas. ce plaît. sont pas Non, des mais je veux enseignants. dire quand vous dites Je me suis rendu compte d'une éloignez-vous. chose. C'est que ce thème violence à l'école à qui la faute, on fera la semaine prochaine. Parce que vous avez changé. Mais oui, ils ont carrément changé le thème. Le thème et Ils sont allés sur l'école. voilà. Bien sûr, c'est une passerelle. Lise, le mais sujet bien que tu as sûr, choisi, il est excellent. On l'a pas détourné, c'est simplement on a posé un préalable. Oui. Lorsque on parle effectivement de définir la violence, lorsqu'on parle de l'histoire de l'école, c'est important parce que nous ne sommes pas une école du Gers, nous ne sommes pas une école du Vaucluse, nous sommes une école de Guadeloupe, d'accord, où Evita vient de préciser une chose, où le programme qui était... allez, je vais mettre le... Depuis tout à l'heure, ça me saoule d'être toujours politiquement correct. Mais tu ne l'es jamais. Oui, Raymond. non, mais jusqu'à maintenant, je l'étais. Alors, on passera la parole à M. Dernaud. Je vais dire une chose. Et ensuite, à... Je vais te dire une chose. J'ai plein d'amis enseignants. Et la dernière fois, j'ai une amie normande qui me dit effectivement qu'ils ont monté un super projet. Ils utilisent les retraités de l'agriculture et les enfants ont 1 heure d'histoire de l'agriculture normande avec la charrue, le truc. Le mec, il vient pendant 1 heure, il raconte l'histoire du terroir. Et ils ont remarqué qu'en fait, ça a changé le rapport des enfants à l'école. Qu'est-ce qui nous empêche de parler de nous? Alors, M. Der, Bon, je simplifie par les prénoms pour tout le monde. Mais bon, moi je voudrais d'abord revenir sur ce que M. Gédéon a dit tout à l'heure. Hein. Moi, je ne dirais pas que l'école d'avant était meilleure, mais je dirais en tout cas que jamais l'école d'aujourd'hui n'a aussi mal préparé notre jeunesse à la société. Jamais elle n'a aussi mal préparé. Et elle n'a jamais aussi mal préparé parce que la première chose, je l'ai déjà dit, qu'on n'apprend plus à l'école, c'est l'effort. Et ça, c'est pas les élèves. C'est la casse du système. Wigeli dit qu'il s'agit d'une fabrique de crétins. C'est l'intention de ce Wigeli. Wigeli, il a écrit 4 ou 5 tomes déjà. Le dernier, c'est Vers l'Apocalypse, le tout dernier. Et donc, l'intention des gouvernants de la France, puisqu'on dépend de la France, c'est de faire 10% de sachants, 90% de consommateurs corvéables à merci. Alors, c'est plus que l'ascenseur social. Pourtant, en Guadeloupe, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a pas eu d'ascenseur social. On peut remonter loin. Mortenol, c'est près d'une 30aine d'années après l'esclavage. Oui. Il est polytechnicien. Oui. Non, mais on peut citer. Hein, Polytechnicien. Donc moi, à mon avis, cette école qui était pas adaptée à nous, si on reprend notre histoire, parce qu'elle était coloniale, je suis d'accord avec ça sur cette question-là, a quand même permis cette émergence de la bourgeoisie guadeloupéenne, on va dire ça comme ça, puisqu'elle n'est pas forcément exclusivement noire. Et elle a permis des grands hommes. En Martinique aussi. Je ne vais pas tous les citer. Qui étaient, pour certains d'entre eux, assimilationnistes, parce que l'école avait fait son travail, mais qui ensuite ont basculé vers autre chose. Ce sont tous les hommes qui ont conduit tous les mouvements d'émancipation de la Guadeloupe. Donc,
Maintenant, je crois que cette école-là ne prépare pas ça, parce que précisément, un gamin qui ne fait rien à l'école, qu'est-ce qui l'empêche actuellement d'arriver au niveau terminal et même d'avoir son bac? Rien. Moi, je le dis franchement, rien. Donc, on ne cultive pas l'effort. Le gamin qui fait des efforts n'est pas récompensé, parce que ceux qui n'en font pas sont au même niveau qu'eux. C'est-à-dire, Eh ben, comment ils suivent partout. reprendre? Ils vont, à part aller en prépa, mais ils vont arriver en terminale sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc moi, je crois que l'école Donc, actuellement qu'est-ce qui se passe? prépare mal l'école. Le niveau Prépare qui mal a les gamins. baissé, comment? Non, Il y a un Non, taux, il y a un pourcentage. Actuellement, il y a plus de redoublement, on le sait. Oui. S'il y avait avant une barrière en seconde, pour entrer en seconde et au première générale, il y avait une petite barrière. Maintenant, elle n'est plus avec la réforme Blanquer. Il suffit de choisir judiciairement ses spécialités. On est en terminale. Et depuis de longue date, les très mauvais élèves de troisième, ils arrivaient en seconde, ils n'allaient pas Oui, plus mais loin. la France continue C'est à plus le cas. produire. C'est plus le cas. À produire son on élite. parlait de violence. Ah C'est oui. une véritable violence qu'on fait aux jeunes en leur mentant sur leur véritable niveau. Parce on leur ment. Il y en a qui ont le Mais bac, c'est avec la mais qui caution n'en des font rien. enseignants. C'est avec la caution des Mais enseignants. c'est tout Je le pose système. une question. C'est tout le système. Oui. C'est tout le système. Il ne faut pas mettre en cause les enseignants. Un enseignant qui note justement est mis en cause et montré du doigt lorsque son groupe classe à 7 de moyenne. Il est montré du doigt. On demande d'augmenter. L'enseignant Non, qui ne on veut demande pas d'avoir de d'augmenter, problème, c'est vrai. il monte des notes. Oui, c'est connu. ça. Même au bac. Mais est-ce que l'enseignant n'a pas le droit de Soyez dire non, je n'entre pas dans cela? Le terme Ah oui, il qui peut toujours. est indiqué Il au peut moment toujours, Raymond. de la correction du bac, bienveillance. Voilà le terme. Et vous, non, moi je vous dis tout est... Non, c'est... Pour ta question. C'est compliqué pour vous, enseignants. Non, non. de- C'est tout un système. Ok. Et moi, je dis qu'actuellement, ça ne permet pas aux jeunes de se préparer et on leur ment. Et la véritable violence, elle est là. Un gamin qui croit être avoir acquis un niveau peut se rendre compte, bien après son bac, qu'il n'a rien comme niveau. Et c'est une violence. Ça, c'est une C'est violence. lorsqu'il arrive en France Ok. qu'il prend une Ça, c'est une violence. calotte. Pas seulement en De France. la part de ici qui même. cette violence-là? Ici même, ça peut lui arriver. Et ça, c'est une vraie Mais- violence parce qu'on lui fait croire Oui. qu'en ne faisant rien, en ne fournissant pas d'efforts, il va s'élever. Qui- Mais on ne peut pas qui lui fait s'élever quoi? si on ne Qui fait lui pas fait d'efforts. quoi? La question. Mais Qui lui fait c'est quoi? le système qui lui fait Evelyne. croire ça. C'est le La- système. Mais le Actuellement, système- il n'y a pas d'effort. Mais Et- derrière et- le système, il y a des hommes. Mais oui, absolument. Mais attends, la mais volonté, il la n'y a volonté, pas- je l'ai il n'y a dit. pas de coupable La volonté, dans je cette l'ai dit, histoire-là. elle est parce qu'on ne veut pas de sachants. Donc on communique à tour de bras sur les résultats du baccalauréat, mais personne ne parle des Ouais. résultats. On est à Mais on est à près de C'est-à-dire, 90%. personne ne dit J'ai quel est regardé, l'échec on est à près de après le bac. 90%. Combien de gamins pour qui ont certaines leur bac? Mais non, Un peu mais loin. tout le Personne monde n'en sait, parle. c'est le secret de Personne n'en parle. Polichinelle. Je suis Personne n'en parle. désolée, tout le monde sait que maintenant, le bac n'a plus de valeur. Tout le monde le sait. Celui qui dit que je crois que je suis... non, je veux dire, il est hors de la Non, réalité. celui. Tout le monde le Non, sait. il faut dire les choses. Ben il faut oui. dire les choses. Ce sont les parents, et je m'adresse à Michel Gédéon en disant Tout le ça. monde le sait. Ce sont les parents qui disent, et je vous laisse terminer, ce sont les parents qui disent, oui, mais mon enfant, il a réussi. Et surtout maintenant, on n'est plus à avoir le bac, on est à avoir le bac avec mention. Donc, c'est la mention maintenant qui devient Oui. importante. Mais- et les parents disent, mon enfant a eu son bac avec vous vous mention très bien, focalisez sur les mention enfants. bien. La Et les parents formation discutent de cela professionnelle est aussi faisante. entre eux, mais Mais ce ne oui. sont pas forcément Oui, oui. les enfants qui sont à cheval sur ces choses-là. Non, en fait, le Bien. Allez-y, vous vouliez terminer. Harry a dit 12 à l'époque. Oui. Ce qui valait 12 en mathématiques. Oui. Non, ce qui valait, c'est ça, 12 en mathématiques. Une note. De ton temps, mais vaut 18. Mais bien sûr, non, mais c'est une C'est réalité. énorme. Mais d'ailleurs, Moi, je Non, dirais plus. c'est énorme. Moi, je dirais plus. Hein. Je dirais plus, franchement. C'est Parce que énorme. Je vois à longueur d'année le niveau en mathématiques chuter, mais chuter considérablement. Mais par faute d'exercice, on ne Par s'exerce plus à l'école. Ah ben oui, mais ça c'est les Quand j'ai enseignants. commencé ma quand même. carrière, il y avait toujours une minorité d'élèves, quand on fait un TD, après avoir fait un cours, qui ne faisaient pas l'exercice. Il fallait passer près d'eux, leur dire « prends un crayon », etc. Maintenant, c'est la majorité. Mais pire, Mais on faute ne fait plus de d'exercice. travail à la maison. Oh, mais qui Quand on veut apprendre à jouer un instrument, musique, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne.
On va pas au cours de musique et on joue qu'au jour de musique. Tous les jours, on fait ses gammes. C'est pareil l'école, mais on ne fait plus ça à l'école. C'est fini. Non, mais et c'est pareil pour tout. Monsieur, Ok, c'est excusez-moi. pareil pour tout. Je voulais terminer. Juste une question. Oui. Vous venez de dire quelque chose de très important. Vous dites qu'il n'y a plus d'exercice. Non. Enfin, il y a une minorité qui voilà, et qu'il n'y a pas de devoir. Mais c'est la faute de qui, ça? C'est la faille. Non, mais là, qui donnait les exercices alors? Non, mais il y a des enseignants Bon, qui je- donnent des je devoirs. comprends pas, Et quand là. vous donnez des devoirs Oui, et que on ne vous les remet pas, oui. qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Qu'on ne les fait pas. Parce que je ne parle même pas de devoirs à la maison, ramasser, noter. Oui, Vous faites un exercice, il dit terminez-moi l'exercice chez vous la prochaine fois. oui. Ben, c'est fait par personne. Plus Les personne ne enseignants travaille. subissent Plus personne ne travaille. les élèves. Moi, les je dis la enseignants majorité, c'est subissent ça. les élèves. C'est On ça. ne s'entraîne plus. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, je voulais quand même terminer sur la notion Guadeloupe. Alors, moi, je crois qu'on ne pourra pas changer l'école française. Ah bon. On est 400 000, même pas Ah, moins bon. que ça. Ah ben voilà. 375 000. OK? Et je ne vois pas comment un Guadeloupéen pourrait être élu président de la Guadeloupe et décider de faire plaisir à la Guadeloupe. On a eu un ministre. Je n'ai pas vu tellement les 1, 2, si c'est pas 3. Et je crois très sincèrement qu'il me paraît important et urgent qu'on se penche sur l'éducation parce que je pense qu'on a tout ce qu'il faut en Guadeloupe pour penser notre école. D'accord. Alors, on va avec Harry et puis on va parler quand même de cette violence à l'école Oui, à parce qui qu'on- la faute. C'est vrai que ça mérite un autre débat, l'école, Ah oui. tout Ah court, oui. l'école en Guadeloupe. Mais ce sujet d'actualité, violence à l'école, je pense qu'il faut quand même toucher du doigt les choses. Alors, est-ce que c'est lié avec ce que les enfants apprennent à l'école ou n'apprennent pas? Est-ce que aujourd'hui il y a une évolution qui fait que bon, il y a la violence à l'école parce que la société est violente? Comment aborder cette question? Et puis nous ouvrirons l'antenne bien sûr pour que nous puissions récupérer des appels de téléspectateurs. Alors Harry. Bon, alors je vais quand même, il y a des choses qui ont été dites, je voudrais confirmer une chose. Quand j'ai dit 12, c'était 18, moi j'étais en terminale C, la meilleure note de l'année scolaire en terminale C était 12. Et les gens qui ont fait ça, on a été 5 à partir en prépa. La meilleure note était 12. Et 5 sont partis en prépa. Aujourd'hui, je vois des gens d'ailleurs qui me disent qu'ils ont eu 16 ou 17 et qui ne tiennent pas une prépa. Bon, donc c'est clair, ça c'est la réalité. Bon, mais ça c'est une chose. Deuxième chose, il y a quelque chose que m'a dit et qui a un petit peu surpris tout le monde. Mais alors, je pense que c'est important à reconnaître qu'il y a eu une évolution en Guadeloupe qui a été beaucoup plus importante au niveau classe sociale qu'elle est en France. En France, j'ai été surpris de constater que je ne trouvais pas de fils d'ouvriers en prépa. Il y avait des fils d'ouvriers guadeloupéens dans des prépas, mais je ne trouvais pas de fils d'ouvriers français. Et ça, je regrette. Il y avait vraiment un système en France qui est très, très, très bien hiérarchisé. Et le seul gars qui était en maths sup avec moi, après un trimestre, il a fini à l'asile parce qu'il était de famille nombreuse. Ça me faisait, je disais franchement... Mais... De famille nombreuse? Oui, et il a fini à l'asile. Parce que ce type-là, il était plus complexé que moi qui était le seul noir et pas riche. Mais personne ne savait pas que j'étais pas riche, parce que moi, j'avais aucun problème. Mais le gars était très complexé et il avait beaucoup de difficultés de s'intégrer. Le gars arrive en prépa, le gars est mal dans sa peau. Parce qu'il a une famille nombreuse, il se considère comme quelqu'un qui n'est pas à sa place. Et ça a duré 3 mois. Il a fini en asile. Donc, il y a vraiment une rupture en France. Par contre, j'ai toujours trouvé... Alors, c'est là où j'ai trouvé que notre passé jouait favorablement pour nous, parce que quand je regardais les Antillais qui entraient en France en université, je disais, mais finalement, on est très, très à l'aise et très fort. Parce que tout ça a été tellement vite qu'on n'avait pas de problème avec ça. Et en définitive, je me demande si une partie de notre échec n'est pas liée Notre réussite. à notre réussite. Oui, le bâton vert. Parce qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème à ce niveau-là. On parle beaucoup de parents qui vont violer les profs, etc., etc. Bon, justement, il y a
il y a une sorte de prise de vitesse dans tout ça. Et en définitive, je pense que on a du mal. Les parents, aujourd'hui, sont dans une situation où il y a une bourgeoisie. D'ailleurs, aux États-Unis, on fait une enquête sur ça dans le milieu. Et il y a une bourgeoisie. Parce qu'on parle beaucoup de... Mais il y a une bourgeoisie guadeloupéenne. Mais quand je dis une bourgeoisie, elle n'est pas toujours financière. Elle est dans l'état d'esprit. Et je dis souvent, on oublie quelque chose. Moi, quand je fais objectivement, sans démagogie, certaines comparaisons, nos réussites sont souvent un bon pouvoir d'achat. Et ça, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a l'air de ne pas le percevoir. Nos réussites ont un bon pouvoir d'achat. Quand vous prenez un individu en Guadeloupe à poste égal, à partir d'un certain niveau d'encadrement et de poste, je le compare avec l'équivalent dans une région en France, n'importe où, grande ville en France, et je le compare avec la même chose aux États-Unis. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai des éléments concrets de comparaison. L'aisance est beaucoup plus importante de celui qui est en Guadeloupe par rapport à celui qui est en France. Et vous savez comment je le vois? Très simplement sur la façon de partir en vacances. Je compare le français, je compare l'américain et je compare le guadeloupéen. Le guadeloupéen est plus souvent dans des vacances et à des vacances à l'étranger, etc., etc. Donc, il y a une bourgeoisie qui a une certaine aisance. C'est une réalité. Et cette réalité-là, d'ailleurs, crée certains comportements de fonctionnaires fiscaux qui viennent de France et qui ne comprennent pas ça, qui n'admettent pas ça et qui gratiboisent. Oui. Bon, ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, au niveau du petit commerce, enfin, l'artisan, etc., enfin, bon, il y a toute une chose à dire là-dessus. Mais sauf que, par contre, ce qui se passe, et qui est, pour moi, c'est là où il y a quand même une anomalie, c'est que, quelque part, nous n'arrivons pas, et il n'y a pas qu'ici le problème, nous ne savons pas transmettre cette aisance-là à nos enfants parce qu'elle est basée sur une institution et un État. Ce n'est pas une réalité économique profonde. Non. Ce n'est pas notre base économique qui fait cette aisance. C'est notre rapport sur un système qui a privilégié une partie des gens et qui a créé une rupture pour des raisons de stabilité politique et tout ce que vous voulez, et qui font qu'aujourd'hui, ça ne se transmet pas. Et ça pose problème. Parce que les enfants de cette classe qui arrivent, qui est un petit peu embourgeoisée maintenant, ne trouvent pas la porte ouverte. Et alors, quand il y en a quelques-uns qui y trouvent, regardez bien, ils s'en vont. Ils essaient de l'exprimer à l'extérieur parce qu'ils ne trouvent pas la porte ici. Même quand ils sont bien formés, ils ne trouvent pas la porte ici. Donc ils partent à l'étranger. Et quand je dis à l'étranger, ils partent franchement. Parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, nous avons des étudiants qui partent en Chine, qui partent à Singapour, qui partent partout. Hein. Oui. Ils ne sont pas limités, hein. Ils sont à l'international. Maintenant, nous marquons une courte pause et nous revenons au sein de cette émission avec des questions de téléspectateurs. Et j'aimerais bien qu'on puisse parler de la violence. Cette violence à l'école, à qui la faute. Comme je l'ai dit, il faut quand même qu'on arrive à avoir des pistes de solutions. Et puis, nous avons les intervenants qu'il faut pour que nous puissions avancer sur ce thème. Et ça sera juste après une courte page de publicité. Et si tu découvres nous revenons au sein de notre émission. Merci. Vous l'aurez compris que le débat continue même pendant la pub. Donc, nous revenons à ce thème et nous revenons avec aussi vos appels, vous qui êtes à la maison. Violence à l'école, à qui la faute? Et il faudra répondre à cette question pour pouvoir progresser. À qui la faute? Alors, on ne se bouscule pas sur ce plateau. On n'a pas déjà répondu. À qui la faute? Non, je veux vraiment. C'est la faute à personne. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Violence à l'école, c'est la faute à personne. Donc, il n'y a pas une institution qui pourrait être accusée. On peut accuser l'école, effectivement, dans sa gestion d'aujourd'hui comparativement à sa gestion d'hier. On peut accuser les parents, mais il faudra déterminer quel type de parents, parce qu'il y a encore des parents qui investissent l'école et qui investissent sérieusement l'école. On peut incriminer le système dans lequel on vit, où effectivement la valeur loisir est priorisée sur la valeur travail. Je donne un exemple. Vous trouvez normal, dans un certain établissement, que les parents savent qu'en janvier, il y a des évaluations, mais comme au mois de janvier,
il y a des promotions sur les croisières, préfèrent partir en croisière avec leurs gamins et ensuite monter un groupe de parents pour aller voir au rectorat. Oui, non, mais si on parle de violence, on va jusqu'au bout. Est-ce que vous trouvez ça logique? Non. Et pourtant, ça s'est passé en Guadeloupe. Oui, ça se passe tout le temps. Et ça se passe tout le temps. D'accord? Lorsqu'un enfant est pris en flagrant délit d'un acte de transgression et que le parent dit effectivement « Ah, c'est des vacances de Pâques, je vais l'envoyer chez sa tati », alors que tu sais pertinemment qu'il doit passer un conseil de discipline. Quel est le signal que tu envoies à l'enfant? Donc, on peut effectivement incriminer ce parent-là, mais il faudrait effectivement qu'on incrimine effectivement tous les agents. Oui, on ne va pas généraliser la chose. Non, je ne sais pas en train de Non, généraliser. je te dis, il faut faire attention parce que c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, les parents, dans leur globalité, sont des parents quand même relativement sérieux, qui croient en l'école, qui accompagnent leurs enfants et qui sont présents. D'accord? Donc, et les parents, il n'y a pas une majorité de parents violents en Guadeloupe. Non, ça, il faut dire, on va pas, les gens ne rentrent pas dans les établissements scolaires, comme aux États-Unis, avec des revolvers. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas à ce stade-là. C'est vrai qu'il y a des actes de violence. Il y a des actes de violence qui sont effectivement, qui ne sont pas acceptables. En tout cas, nous, au niveau de la FAPEC, nous condamnons sans réserve ces actes de violence. Donc, il y a ces actes de violence qui ne sont pas acceptables. Mais, tu disais? C'était pas mon propos. Ah oui, c'est pas... Enfin, Je disais qu'en fait, on est co-responsable de la violence. On ne peut pas prendre un élément et dire que Voilà. c'est de la faute de cet élément-là. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs exemples. On pourrait dire que, voilà, dans telle situation, c'est l'institution qui dysfonctionne. On peut dire effectivement. C'est-à-dire que la question qui a été posée de trouver un coupable, il n'y en a pas. Oui, il n'y a pas, je suis d'accord, il n'y a pas un coupable. mais il y a quand même, Mais il y a il y a quand même des des situations voilà. qui font que... Il y a quand même des auteurs qu'on retrouve souvent, les mêmes auteurs qu'on retrouve souvent dans les situations. Bon, quand on parle de violence, Voilà. quelle est la violence qui nous pose pour le plus problème? J'aimerais savoir. Moi, Est-ce la violence entre les élèves? Est-ce la violence entre l'élève et l'enseignant qui s'est inversée? Ou c'est l'élève qui bouscule l'enseignant? Ou est-ce que c'est le fait que les parents d'élèves viennent à l'école, soutiennent leurs enfants contre les enseignants? De quelle violence? Qu'est-ce qui nous frappe le plus? Parce que moi, quand j'écoute le matin les nouvelles, pour moi, l'école est intégrée dans un truc où j'entends quoi violence partout. Moi, quand j'écoute les nouvelles, on me parle de la violence partout. Donc, c'est la même, j'entends ça partout. Quand on me dit que l'enseignant est entré là, mais en même temps, on me dit qu'il y a un tel qui a tué son mari, l'autre a tué. Enfin, il y a de la violence tout le temps. Alors, mon problème aujourd'hui, et c'est la question que je me pose à chaque fois, mais est-ce parce qu'on en parle plus? Parce que quand j'étais gamin, il y avait aussi de la violence, mais on n'en parlait pas. Mais en tout cas, dans mon âge, j'ai vu. Mais on en parle. Bon. Mais maintenant, alors, moi, le débat de la violence à l'école, comme on en parle, parce que quand on a fait Bainbridge dans les années 70, la seule violence qu'il y avait, c'est que les lycéens étaient souvent en grève pour soutenir les ouvriers. C'était une violence et c'était politique. souvent une violence politique. Ben oui. C'était grève pour soutenir les ouvriers de ça. Mais on rentrait à Bainbridge. Moi, chaque fois que je passe en voiture, je regarde Bainbridge, je me dis, mais quand je pense qu'à l'époque, on rentrait à Bainbridge, on ressortait comme dans un boulevard, et que maintenant je vois des trucs où les gens passent comme je me dis mais c'est un truc de fou. On en est arrivé là. Alors mais comment on en est arrivé là? Alors Oui, mais... deuxième chose, elle se fait agresser. On n'a jamais pensé. En venant, je pensais à une chose. La seule violence que j'avais à mon époque qui m'avait frappé, c'était l'affaire Sobeso. Oui. C'est tout. Mais on n'en parle pas de ce genre de violence du tout. Il n'y avait pas ce genre de choses. On ne sortait pas du lycée en étant inquiet d'être agressé par quelqu'un dans la rue. Enfin, ces genres de choses-là, on n'avait pas ça. On n'avait pas à gérer ça. Mais finalement, quand un lycéen sort et se fait agresser dans la rue pour une chaîne, ou etc., ou quand, même à Fouillol, j'entends la même chose. C'est l'école ou c'est la société? Moi, j'ai un problème. On dit l'école. Moi, je dis qu'on a un problème de société qui me pose vraiment problème. Mais on est d'accord, tous. C'est pas la violence à l'école, c'est un épiphénomène. Enfin, quand on dit la violence à l'école, c'est pas une affaire très qui concerne l'école. Oui, mais quand on parle de mais quand on parle de la violence à l'école, on met en fait, qu'on le veuille ou non, le projecteur d'abord sur les jeunes. Parce que l'école, ça reste des enfants, des adolescents ou des... C'est ça. Donc, entre eux, c'est évident. Et puis, il y a toutes les autres formes de violence, de manque de respect, tout ça, vis-à-vis de l'institution. Mais incontestablement, la première chose à laquelle on pense quand on dit violence scolaire, c'est le harcèlement. C'est le harcèlement, donc ça, c'est pas...
Oui, maintenant c'est le grand débat. Oui, Le oui, c'est harcèlement. le harcèlement, parce que malheureusement, il y a des enfants qui en meurent même. Et il y a la violence aussi, les attaques, les agressions, garçons contre filles, etc. Donc, je veux dire, là, on est en train, effectivement, de se dire, qu'est-ce qui se passe? Notre société étant violente, voilà la répercussion sur les jeunes de ce pays. Alors, est-ce que c'est le symptôme d'une société injuste, inégalitaire? Est-ce que c'est ça? Monsieur, je levais la main. Raymond, lui, il n'a pas assez parlé, c'est vrai. Raymond, tu as la parole. C'est pas Tu as la parole. Il y a pas- assez parlé. Je donne la parole Nous à... avons un appel. Mais comment tu donnes la parole? Harry prend sa parole. Non, tout seul. Non, mais je rajoute quelque chose Nous sur... avons un appel de téléspectateurs Ah, depuis un petit moment. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'appels, donc il faudrait peut-être les récupérer. Vous pourrez poursuivre hein. Aussi. Il y aura certainement des questions qui vous seront posées, puisque cette violence à l'école, c'est maintenant que vous commencez à rentrer dans le plein pied dans le thème. Et nous récupérons un appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, Oui, madame. bonsoir. Je vous écoute depuis un moment concernant la violence à l'école. Mais ne pensez-vous pas que depuis un certain temps, il y a trop d'appels de certains, si on peut dire, groupuscules à la désobéissance. Depuis un certain temps, l'appel à la désobéissance, ça joue énormément sur la population du pays. Et ça tourne tout et dans tout. Pratiquement chaque métier a une déontologie. On constate maintenant que les employés ne respectent pas la déontologie de leur travail. Comment voulez-vous que chez eux, qu'il y ait des discussions autour de certains sentiments d'apaisement ou de compréhension, parce que je suis sûre que ça ne se fait pas, comme on faisait ça par le passé, autour de papa et maman, on discutait de tout et de rien, même si nous étions malheureux, mais nous tenions l'éducation, nous tenions un moment pour discuter et en famille. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, ces enfants-là n'arrivent pas à l'école, qu'ils aient une autre attitude? La désobéissance, ça s'est installé en Guadeloupe dans tout, et ça je me répète. Il est temps qu'on comprenne que monsieur, je ne sais plus lequel qui a dit que nous sommes en Guadeloupe, nous ne sommes pas comme les autres régions de métropole. C'est moi. Mais on n'est pas pire, hein? On n'est pas pire que certaines régions de métropole. Mais nous avons une façon de gérer nos familles, nous avons une façon aussi, en tant qu'enfants, d'écouter les parents qui ne se fait plus. J'ai eu l'occasion d'aller dans les écoles quand je représentais ma commune. Les parents venaient uniquement le jour de la rentrée et le jour de la sortie pour savoir si l'enfant passait à l'école supérieure. Mais quand il y avait des réunions de parents d'élèves, même les votes maintenant pour les parents, monsieur Patel, il paye les vocations, il paye le truc, il voit bien comment ça diminue. Les parents ne participent même pas au vote pour les différentes assemblées. Alors, comment voulez-vous que ces enfants-là aient une autre attitude correcte quand ils arrivent dans les établissements scolaires? Je vous remercie et bonne soirée. Merci, madame. Merci, madame. Alors, une petite réaction. Oui, c'est moi qui ai dit qu'on n'est pas dans le Vercors, et c'est pas dans ce contexte-là que j'ai dit ça. Je dis effectivement que chaque école doit s'inscrire dans son bassin, dans les cultures qui prédominent dans son bassin. Bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que disait Evita tout à l'heure, la question de l'identification de la violence, comme on semble vouloir le faire là maintenant. Lorsqu'on regarde bien, la société a voulu faire de la thématique de la violence une problématique sociétale. Mais en fait, non. On retrouve à l'école, comme on retrouve à l'armée, comme on retrouve en prière, les mêmes composantes de la société. Il y a le même équilibre de voleurs, de ceci, de cela. Simplement, les gens sont habillés autrement. Comment voulez-vous que vous ayez une école lisse à partir d'un bassin où, effectivement... non, je vais poser la question autrement. Et c'est Harry qui m'a donné l'idée tout à l'heure. J'ai dit que je n'avais pas parlé. Comment, dans une société où la majorité des gens sont au chômage, donc en fait, n'ont pas la référence de travail au centre de leurs préoccupations, bénéficient d'un certain nombre de choses, donc sont en train de galérer,
Et on ne se pose pas la question de est-ce que la notion, et tu l'as dit à juste titre, la notion de la réussite scolaire ou de la réussite sociale de la fin des années 60, est-ce que c'est la même en 2022? Non, on ne peut pas dire ça. Autre appel de téléspectateurs et je reviens avec Et je vous. veux la réponse. Oui, je reviens avec vous. Nous récupérons rapidement cet appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, baissez sur le volume de votre téléviseur, monsieur, s'il vous plaît. Mais pas de télévision, moi. Allô? Oui. Allô, pas loin? Oui? Allô? Oui, c'est bon. Pas loin? Oui, nous qu'attendez-vous? Bon, eh bien, moi, ça, je veux dire, encore couché, ça va fait à l'émission là. Donc, on m'a dit que les enfants, café, qui bitaient, mais c'est-à-dire, les responsables, pas ça, les enfants, café. C'est la loi française qui fait ça. Parce que pourquoi? Ils tirent les droits des parents, les droits des professeurs et mettaient les droits des enfants. Donc, c'est là présent, comme il y a les droits des enfants, pas de moyen qu'on j'ai eu, pour moins élevé et les autres. Parce que les autres, à ce platon là levé, ils ont levé avec le droit des parents. Et pas tenir le droit des enfants. Nous ne pouvons pas connaître ça. Alors à présent, un petit monde, ou qu'on voit, qu'on fait une bêtise dans la rue là, ou qu'on parle, ou qu'on rappelle à la raison, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'on voit au côté maman. C'est là qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Pas ni moyen de parler encore, mais moi, on pas garder les affaires droits des enfants, moi. On prend responsabilité à parents. À cas de moi, pas tenir les affaires droits des enfants. Là, on te vient dire, mon putain, les mettre à haut. En tout cas, il faut mettre là, et en tout cas, dire, pousser, mettre à dire, absence en moi. En cas, obligé à frapper petit monde là, les mériter. Ah ben, ça, il fait. Ces professeurs-là prennent yo en main. Ils prennent yo en main. Et ils arrivent à vocation à yo. Et c'est grâce à ces professeurs-là qu'ils prennent yo en main. Mais un professeur, que le petit monde qui a parlé de petit monde là, tu n'as qu'à regarder, il y a un regard qui est sur professeurs-là. Aïe, moi, il y a petit monde là à présent. Famille là qui vient pour vous mettre les professeurs-là. Mais c'est ça, je dis que nous avons vivre. Tant que nous avons vivre avec le droit des enfants, tirer ça à la fois les droits des enfants. Vous comprenez? Alors, mais ça n'a pas posé émission à d'autres là, ça, mais réponse en moi, c'est ça. Et bonne soirée. Merci, monsieur. Alors, c'était d'abord Et après, je vais répondre parce que ce qu'il a dit est très, très important. Oui, alors je ne crois pas que nos jeunes espèrent réussir comme par le passé, c'est clair. Ils ont d'autres objectifs. C'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre réussir socialement, financièrement et réussir son école. Moi, je crois que l'objectif principal de l'école, ça devrait être ça. Réussir l'école, c'est former, faire une tête bien faite, capable de rebondir, capable de changer peut-être plusieurs fois de métier. Pour ça, il faut un certain bagage culturel, une certaine habitude au travail, mais qu'on n'a plus. Non, là, actuellement, nos jeunes, faut pas que tu dises ça. ils aiment le clinquant. Réussir, c'est avoir du blé, c'est avoir de l'argent, et on peut facilement l'avoir, en tout cas plus facilement qu'avec l'effort qu'on peut demander à l'école. Les exemples, c'est influenceurs, on les connaît. Par exemple. Bon, maintenant, pour finir, tu as parlé des chômeurs qui ne donnent pas l'exemple du travail. Certains d'entre eux ne sont pas volontairement chômeurs. Donc, moi, je pense que cette partie-là est un peu délicate. Il y a des chômeurs qui cherchent quand même du travail, qui cherchent à travailler. Donc, on peut pas les incriminer de ce point de vue-là. Mais c'est sûr que les enfants qui toute leur vie voient leurs propres parents en permanence couchés alors qu'ils ne se lèvent pas à l'école, ça ne nécessite pas non plus un jour mais... Ou à l'inverse, ça les motive effectivement. Je voudrais vraiment une seconde. Vas-y. Alors rapidement, puisque oui, parce qu'il a posé une question très importante en matière éducative. Donc rapidement. Ce que tu viens de dire est juste. Et il faut vraiment qu'on se pose la question
de savoir est-ce que nous parlons de la même chose. Parce qu'en fait, on n'est plus dans une société de travail, on est dans une société d'emploi. Et donc, tu ne peux pas demander aux gens d'avoir des efforts. Et tu l'as dit avant moi, je discutais avec un enseignant, il me dit, Raymond, comment tu veux que je rivalise en disant à mes étudiants, enfin mes élèves, c'est des lycéens, d'être rigoureux, de construire une pensée, alors que tu as un bac-12 qui est influenceur et qui perçoit 9 000 € par mois. C'est-à-dire quelqu'un qui est l'exemple même de la dégénérescence de l'esprit, mais qui passe partout. Alors, non, pas de l'humanité. Je voudrais vraiment insister sur ce... non, parce que c'est très, très important, ça. Non, parce... mais je disais rapidement... Non, oui, mais je vais essayer de faire très rapidement, mais on ne peut pas faire l'impasse sur ça, parce que c'est une des problématiques. Parce qu'on parle de l'absence d'autorité, la perte de l'autorité, du respect à la maison. Donc, c'est évident qu'à l'école, je ne vois pas comment ils pourraient recouvrer l'autorité et le respect. C'est vrai. Et ça, maintenant, certains psychologues le reconnaissent, que c'est vrai qu'on est passé trop brutalement, à une époque dans les années 80 d'ailleurs, que je situe, on est passé trop brutalement d'une éducation vraiment classique, traditionnelle, autorité des parents, tabou, interdiction de dire n'importe quoi. Enfin, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire. Les parents vous encadraient, mais subitement, les psychologues ont commencé à cette idée majeure qui est arrivée, qui nous est arrivée d'ailleurs. Il ne faut pas traumatiser les enfants. Donc, il faut leur expliquer doucement, un peu plus longtemps, etc. Donc, les parents ne savaient plus ce qu'il fallait faire. Et ce qui est plus grave, c'est que maintenant, c'est sanctionné. C'est-à-dire, un père qui donne une gifle à sa fille peut aller devant le tribunal correctionnel. C'est déjà arrivé, j'y ai assisté. Donc, souvent, les parents, maintenant, vous disent, « Ah ben moi, vous savez, bon d'accord, il n'a pas obéir, pas de ça, mais en fait, j'ai dit moins. » D'ailleurs, il y a même des enfants qui disent à leurs parents, « On nous a donné le numéro vert, on peut appeler, maltraitance, etc. » Donc, c'est vrai que le système français, au niveau éducatif, ça fait très longtemps que les enfants français, moi ça m'a toujours étonné, j'entendais quand j'ai fait mes études, les enfants dire des bêtises, même des jurons à leurs parents, je restais abasourdi. Mais c'est vrai que le système a débordé ici. Et il a perturbé complètement le tissu social aussi de ce pays-là, parce que vous avez des parents qui, beaucoup disent, moi, je ne peux pas le toucher. Moi, je ne peux pas le sanctionner. Je ne peux pas ceci parce qu'on ne sait jamais. Il se peut que... Et ça, ce que monsieur a dit, bon, le droit des enfants, c'est évident qu'il faut respecter les enfants, mais il a posé la question de l'éducation et de l'inadaptation de l'éducation traditionnelle au système actuel, et le fait même que non seulement il est plus reconnu, mais il peut même faire l'objet de sanctions. Et là, donc, je vous dis, on est dans un système éducatif où les parents, souvent, disent « Alors là, je fais plus rien. Là, c'est ma limite. Je peux plus rien faire. » Nous récupérons un appel. Ensuite, ça sera Michel Gédéon. Rapidement. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Et je voudrais intervenir sur... alors, tout à l'heure, on a demandé, la question, c'est la violence à l'école, à qui la faute? Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, moi, j'ai une toute petite réponse. Il y a une absence de valeur chez certains parents et il y a un refus d'appliquer le règlement intérieur qui est à l'école. Les parents, chaque parent peut faire sa loi. Donc, il y a un règlement intérieur et le parent ne veut pas l'appliquer. Et si l'enseignant insiste, ça tourne au drame. Ça, c'est, à mon avis, une première raison pour la violence à l'école. Je voulais revenir un petit peu en arrière. Il y a M. Anselme qui a dit quelque chose et Mme Chevry. M. Anselme a dit que quand il était à l'école, on fait maintenant le 12 là, équivaut, je ne sais plus trop, j'ai oublié ce qu'il a dit. 12 et je vais porter un peu de à son moulin. Je vais lui dire que depuis très tôt à l'école avant, il y avait le goût de l'effort de donner à tout le monde. Je ne parle même pas du primaire, je parle du CM2. Quand moi j'étais au CM2, après le CM2, vous aviez 4 voies. Passer en 6e sans examen. Ah là là, c'était la cerise sous le gâteau. Et tout le monde voulait y aller. Ensuite, aller à l'examen 6e. Il fallait réussir. Ensuite, il y avait le certificat d'études et ensuite redoublement. Maintenant,
tout le monde va en 6e en écrivant papa avec 4 P. 2 P devant, 2 P derrière. D'accord? Ça, c'est une première raison. Madame Chevy demandait, non, il y a quelqu'un qui a dit avant on s'entraînait. Mais oui, on s'entraînait. On nous donnait des leçons, des exercices, des tables, des poèmes à apprendre. Je tiens à répondre à Madame Chevy que c'est une loi qui a interdit de donner à faire du travail à la maison. Et quand certains enseignants ont voulu enfreindre cette loi, ils ont eu affaire à des parents d'élèves, à des associations qui sont venus leur dire « La loi vous interdit de... » Sauf que ces mêmes parents payent des cours particuliers à leurs enfants. Qui reste, entre guillemets, couillon dans tout ça? L'enfant du peuple. Parce que le parent dit aussi, mais pour pas battre la leçon, il ne va pas adopter cette leçon. Mais t'as l'autre la leçon, pendant t'as pas cahier. D'accord? Et puis, c'était sur les leçons, j'avais dit, oui, j'ai dit les leçons, la violence a fait à l'école, et je crois que j'ai répondu à M. Anslade pour comment on passe. Oui, alors, je revenais sur la 3e, j'ai parlé de la 6e, hein. Je parle de choses connues, hein. Quand j'étais en 3e, mais rebelote, 3 voix après la 3e. 3 ou 4, je commence. Le CRI, vous entrez à l'école normale directement. Vous allez vous entrez pour être instituteur. C'était le CRI. Alors, pas de CRI pour vous, vous allez faire 3e spécial. Et pas de 3e spécial pour vous, c'était quoi l'autre? Bien, j'ai oublié. Mais vous sortez déjà de 3e avec votre BEPC en prochain. Oui. Et quand vous arrivez en seconde à Bainbridge, vous allez devoir soit votre BEPC et votre brevet élémentaire, ou vous préparez votre brevet élémentaire en arrivant à Bainbridge. Donc la sélection était déjà là. Mais chacun trouvait sa voie. Il n'y en avait pas qui étaient au bord du chemin. Sauf que maintenant, et c'est une loi qui a dit aussi, 80% d'une classe d'âge au bac. Donc voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, pas de niveau, violence à l'école. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur, j'oublie comment vous vous appelez, mais je suis sûre de ce que je dis. 80%, je crois que c'était Jospin, 80% d'une classe d'âge au bac. Et bien le résultat est là aujourd'hui. Tout le monde est bachelier, bac plus 6, mais comme je le dis encore, papa avec 5 P. Au revoir, merci de m'avoir écouté. Merci madame. Merci, et c'est madame. Michel Gédéon qui est... Et c'est partout. J'ai un problème avec les gens qui ont tendance à idéaliser le passé. Non, c'est pas Parce que... Non, attention, attends. Quand on entend, on vient d'entendre l'auditrice, la téléspectatrice, on a l'impression qu'avant, tout se déroulait bien. C'est-à-dire que tout le monde réussissait, c'était une école correcte. Je rappelle... Elle n'a pas dit ça. Non, mais Elle a c'est dit plus ou moins... il y avait du... Chacun voilà. trouvait sa voie. Mais C'est chacun pas pareil. trouvait sa voie, c'est chacun, les gens réussissaient. D'accord? Non, je tiens à dire que c'est une minorité. Et c'est une minorité qui réussissait. Il y avait énormément d'échecs dans cette école-là. Et l'école reste encore aujourd'hui une école élitiste. D'accord? Une école qui effectivement ne permet pas, qui n'est pas là pour faire que nous puissions réussir. Et on le voit. Maintenant, on a parlé des 80% de tranche d'âge de Jospin à l'époque. Ben oui, on a plus ou moins ces 80%. 90. On en a plus. Oui, Mais 90. la sélection, on a changé le curseur de place. La sélection ne se fait plus au collège ni au lycée. La sélection aujourd'hui se fait à l'entrée de l'université. Eh ben oui, À l'université, en Encore, première c'est année, on a près de 60%. en petite section. Il De- commence déjà au mois de décembre à faire des évaluations. Oui, non, mais je vais dire que non, concrètement... non, lorsque tu... Parce que moi, c'est un truc que... Moi, je parle toujours de ce que je fais. Oui. Lorsque une enseignante me dit qu'un enfant en 2e année est déjà en décrochage, il a un décrochage de quoi? Oui, mais c'est l'enseignant qui a... Alors j'aimerais quand même... Non, c'est le système qui te met une évaluation. Non, mais attends, je finis. Entre Pour dire- toi, attends, je te donne juste une chose, parce que moi, je suis très pragmatique. Faut qu'on m'explique un jour à quoi ça sert apprentissage en cours d'apprentissage. Je sais connaître. Alors j'aimerais juste... Je termine ma pensée. Oui. Je termine ma pensée. Michel Gédéon, Quand on fait le constat... s'il vous plaît, Oui. une seconde, Vas-y. puisque vous avez parlé de chiffres tout à l'heure. Au baccalauréat général en 2021, c'était 98,8%. Série L, 97,7%. Les ES, 99,2%.
D'accord? C'est Et n'importe série S, 98,9%, 96,4% pour au baccalauréat technologique. Donc, quand on a des chiffres comme ça, Oui. Ça n'a pas de sens. vraiment, Oui, je on pense. pourrait se... Non, mais donner c'est ce que je disais. Oui, automatique. Je disais que la sélection, avant se faisait, par exemple, on a connu cette époque. La sélection se faisait à l'entrée en 6e. Parce qu'il y avait des enfants, effectivement, qui allaient en fin d'études, etc., etc. Il y avait cette sélection. Ensuite, la sélection s'est faite à l'entrée en seconde. Aujourd'hui, cette sélection se fait au niveau de l'université, et on le voit. Les chiffres sont là. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, quel que soit le sujet qu'on va aborder ici, quel que soit le sujet qu'on va aborder ici, on aura des difficultés. Parce que on parle de quelque chose qui nous intéresse, et c'est ailleurs qu'on décide pour nous. Donc, cette école, parce que c'est ça, là, tous, nous sommes d'accord sur quelque chose, cette école-là a des imperfections et ne répond pas à la société guadeloupéenne. Eh bien voilà, c'est ça Donc, qu'il fallait dire depuis le début. Il faut... Non, mais je le dis maintenant. Ah oui. Donc, il faut effectivement, un moment donné, que nous puissions, et ça c'est au niveau de la FAPEC, on le réclame depuis des années, Oui. qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et réfléchir sur l'école. Réfléchir, par exemple, sur la question du transport scolaire. Moi, j'habite Cap-Esther, des enfants doivent faire, disons, 5 km pour aller à un collège. Ces enfants-là se réveillent pratiquement à 4 heures du matin. Et c'est ça qui les rend plus violents? Non, non. Mais non, parce qu'on est dans le thème de la violence. Quand même. Oui, mais je pense que dans ce thème-là... Mais réfléchir sur l'école, pour quels résultats, quelles réponses on réfléchit. Et il y a beaucoup de penseurs en Guadeloupe, il y a beaucoup de gens qui Oui, mais il y a réfléchissent. beaucoup de bobos. C'est pour ça que les gens pensent qui réfléchissent. les bobos. Mais les J'ai résultats pas dit sont que réfléchisseurs. Mais à quel moment les gens se mettent ensemble pour réfléchir sur Madame, À quel moment il y a une véritable réflexion sur l'école en Guadeloupe avec tous les acteurs? Quand est-ce qu'on va, comme c'est pas la question de la violance là. Quand est-ce qu'on va, par exemple, dire on réfléchit sur l'école avec, disons, les socioprofessionnels? Avec les sachants. Parce que je prends un exemple. Quand les enfants commencent l'école à 7 heures du matin, on sait très bien que c'est difficile. Parce que là aussi, ça pose d'autres problèmes. Ça pose la question de l'organisation des transports en Guadeloupe. Ça pose la question, effectivement, du début des activités économiques en Guadeloupe. Qui gère l'organisation des transports? dans le pied. Qui gère l'organisation des transports en Guadeloupe? Qui gère le confort des enseignants? Allons parler d'une chose qui fâche tout le monde. Donc aujourd'hui, il faut vraiment dire les choses. Alors oui, il faut qu'on se mette ensemble. Mais ça, sur tous les sujets, on entend à longueur de journée. Il faut qu'on se mette ensemble. Et puis, non, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se mette ensemble. Non, mais la question de la compétence va se poser aussi. La question de la compétence va se poser. C'est ça. C'est très intéressant ce que vous dites. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il y ait un thème vraiment sur la question de l'éducation. Mais la question de la compétence va se poser. Quelle est notre compétence dans ce domaine? Jusqu'où on peut aller? Parce que l'éducation, qu'on le veuille ou non, ça reste dans le domaine régalien. Et ça, c'est important. Quelle est notre capacité? Quelle est notre capacité à négocier, notamment déjà avec le rectorat? Voilà une chose. Moi, je ne vois pas de travail fait au niveau des responsables politiques, déjà. Il y a des choses qu'on peut négocier avec le rectorat. Vous parlez de violence à l'école et on est dans une petite émission. La personne ne respecte la... Comment? Sincèrement, est-ce que tu as levé la main? Monsieur Otto, vous pensez que j'ai beaucoup plus parlé que vous? J'en suis désolé, monsieur Otto. Vraiment. On n'est pas dans une histoire de comptoir à parole. On est dans une histoire de violence. Mais donc, vous dites que je coupe la parole. Alors, on va tout régler en une seule fois. Dernier appel et ensuite on fera un tour de plateau pour mettre un terme à cette émission et vous aurez la possibilité chacun de vous exprimer. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, en fait, j'ai pas pris le début de l'émission, mais je voulais quand même rappeler quand même quelque chose. C'est que le rôle de l'école, c'est, bon, comme on le sait tous, c'est d'une part d'inculquer un corpus de savoir, de connaissances, mais aussi de notre part de former des dispositions mentales et intellectuelles et comportementales de la personne, de l'individu. Et
On a l'impression, en écoutant les intervenants, pas sur le plateau, mais par téléphone, que c'est à l'école seule de former les individus. Mais en réalité, il y a aussi, quels que soient les parents, la société, le monde en soi, de former ces individus. Parce que l'école nous apprend à faire selon son prisme, selon ce qu'elle considère comme étant juste. Mais peut-être que ce qu'on nous apprend dans l'établissement ne va pas être valable à l'extérieur. Par exemple, ce qui avait comme référence face à la violence au temps des chevaliers n'est pas ce que pour nous, de notre référentiel, correspond à ce qui est de la violence. Et donc, dans la rue, il y aura peut-être un autre comportement qu'à l'école. Et bon, à l'école, il y aura forcément des lois ou un règlement intérieur, ou quelque chose comme ça. Mais on nous renverra toujours vers la société. Ce n'est pas à l'école de former des individus. Uniquement. Je veux dire, en toute fin, selon moi, il faut qu'ils participent à cette éducation, mais qu'après, la société prenne le relais. Il n'y aura jamais un rôle extrême, absolu de l'école. Et donc, c'est le rôle des parents, des gens dans la rue, de la communauté, selon moi. Donc, c'est mon avis. J'espère que peut-être les gens auront un meilleur avis que le mien. Je vous laisse répondre. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Notre avis. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, nous irons vers ce tour de plateau. Et je débuterai donc avec Evita. Un tour de plateau. Alors, quelle solution? Alors moi, je dirais tout simplement que la Guadeloupe est un pays extraordinaire et nous feignons parfois de l'ignorer parce que nous avons des gens excessivement brillants et qui travaillent sur cette question du vivre ensemble dans les écoles. Et nous avons la méthode de d'Orville, qui est d'ailleurs à l'origine de la création d'un jardin d'enfants à Trois-Rivières. La méthode de d'Orville qui est excellente, qui est vraiment une méthode brillante. On a fait une journée avec Brafran Trobo de travail avec lui. Et je me disais, c'est pas possible qu'on puisse avoir quelqu'un d'aussi brillant qui fournit une méthode aussi brillante et qui est notre méthode à nous, parce que contre la violence, il y a des méthodes, il y a des méthodes qui sont déjà d'ailleurs dans beaucoup de continents, qui sont mises sur place, dans les pays du Nord, notamment nordiques et tout ça. Je veux dire, mais nous avons notre méthode. Et il y a des enseignants, d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, qui de leur propre poche vont suivre la formation pour apprendre, alors que voilà une chose qu'on pourrait négocier avec le rectorat, et que cette méthode du vivre ensemble, il apprend aux enfants à vivre ensemble. Et ça, comment dirais-je, quand il vous explique sa méthode, vous dites, ouais, ben c'est... Oh, d'ailleurs, nous-mêmes, les adultes, on pourrait l'appliquer. Donc, je dis, nous avons tout en main. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est ça le problème. Quand on a des méthodes, on a des gens brillants dans ce pays-là, eh ben, il faut les utiliser et on ne le fait pas. Alors, tout à l'heure, monsieur disait effectivement, il faut se mettre autour de la table et réfléchir. Mais je dis, ben, il faut surtout que, notamment, les responsables politiques prennent ça en main et se disent, voilà ce qu'on peut faire. Voilà, comment dirais-je, évidemment, si nous voulons le maximum de compétences, il faudra un jour, parce qu'on en parle de plus en plus, prévoir de changer de statut, parce que ça vient de toute façon. Mais pour le moment, voilà une chose qu'on peut faire en négociant avec le rectorat, et déjà que nos enfants apprennent depuis la petite enfance à vivre ensemble. Ça me paraît essentiel. Deuxièmement, il y a effectivement des gens qui proposent cette question depuis un certain temps, qui est la formation des parents. Aider les parents, parce que les parents ne savent pas toujours ce qu'il faut faire, et quand il y a des problèmes d'ordre judiciaire, on devrait, de la même façon qu'on fait des stages, vous faites un accident, vous avez mal conduit, vous avez des stages pour apprendre justement le respect de l'autre sur la route, etc. On peut quand même apprendre à former les parents qui parfois font des erreurs monumentales parce qu'ils ne savent pas
ce qu'il faut faire. Donc, ils ne savent pas comment encadrer leur enfant. Et là, je suis d'accord avec monsieur. C'est évident que ce n'est pas l'école qui, à toute seule, là, comme un îlot, comme un village gaulois, qui pourrait changer les choses. Et c'est vrai que, comment dirais-je, c'est la société sur laquelle il faut travailler, et notamment le rapport à l'autorité. Et les parents sont les premiers, effectivement, à pouvoir régler cette question. Donc, la violence, elle est, malheureusement, il faut la travailler partout. Et là, sur la violence, il faudrait 2-3 émissions, parce qu'il y a aussi beaucoup de possibilités aussi de tenter de réguler, même si dans le monde entier, il y a de la violence. Il faut savoir qu'il y a certains pays qui arrivent quand même, certaines sociétés qui arrivent à réguler cette violence. Le Brésil réussit mieux que nous. Oui, pas mieux que la France. Mais d'ailleurs, ça serait bien un jour de faire un thème sur la... Hein? Oui, au niveau de l'école. Hein. Au niveau de l'école, je parle bien de l'école. Hein. Nous sommes sur la thématique de l'école. Hein. Oui, oui. Il faut revenir aux chiffres du Brésil et voir un petit peu comment ça se passe au niveau de... Mais il y a tas de méthodes dans le monde, donc il suffit et nous avons la nôtre, on n'a qu'à l'appliquer, c'est tout. Voilà, Michel Gédéon. Alors, rapidement, quelle solution? Pour la violence à l'école? Oui. Moi, personnellement, je n'ai pas de solution. Moi, comme je l'ai dit au début, moi, je me refuse de penser l'école en dehors de la société. Donc, je crois que le phénomène de violence, on l'observe partout. Et aujourd'hui, je sais pas, avant, il y avait une autorité de, je sais pas, du gendarme, c'est pas un bel exemple, mais bon, il y avait l'autorité même au niveau des journalistes. Quand un journaliste disait quelque chose, c'était une parole sacrée. Aujourd'hui, tout le monde, on va vérifier. On ne croit pas encore, on ne croit pas toujours à cette parole. Donc, je crois qu'on est effectivement dans une société de défiance, de plus en plus. Mais il va falloir effectivement que nous apprenions à vivre avec cette société-là, mais surtout à faire quelque chose qui nous ressemble. Et je crois dans le domaine de l'école et dans d'autres domaines de cette société guadeloupéenne, il nous faut des choses, il nous faut des structures qui ressemblent aux Guadeloupéens. Et dans le domaine de l'école, il y a des gens depuis des années qui pensent, qui réfléchissent à une école qui sera une école ancrée dans la réalité guadeloupéenne. Parce qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui. Il y a manifestement échec de l'école en Guadeloupe. Parce que quand on voit effectivement ce qui arrive en fin de scolarité à nos enfants, par exemple, ne restent plus ici chez nous. Parce qu'on n'a pas, disons, une cartographie, par exemple, des métiers en Guadeloupe. Il n'y a pas un travail de réaliser. On demande à des enfants très tôt de choisir une voie, alors que les enfants ne connaissent pas le milieu professionnel. Les enfants ne connaissent pas, effectivement, quels sont les besoins de notre société guadeloupéenne dans 5 ans, dans 10 ans. Il n'y a aucun travail, en tout cas sérieux, qui est réalisé. Et le problème chez nous, c'est que parfois, quand je dis aucun travail de sérieux, peut-être c'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent, mais on ne se met pas ensemble justement pour réfléchir. Et dans le domaine de l'école, il faut une réflexion globale. Il faut une réflexion globale parce que il y a plusieurs, comment dirais-je, acteurs qui rentrent dans ce domaine-là. Il ne faut pas que ce soit une affaire j'ai presque envie de dire, d'initiés. Il faut que la population guadeloupéenne s'empare de la question de l'école. Parce qu'en réalité, il y a école parce qu'il y a enfant. Parce qu'il y a enfant, parce qu'il y a parents, il y a enfant. Et il faut que les parents comprennent qu'effectivement, sur des questions comme des questions de violence, mais au-delà des questions de l'éducation, il faut qu'effectivement que le parent puisse s'impliquer sur ces problématiques-là. Mais donc, il ne faut pas, et ça c'est la position de la FAPEC, opposer enseignants à parents. Il ne faut pas opposer parents à l'administration. Je crois que dans ce domaine, il faut effectivement que nous puissions parler le même langage. Sûrement, il y aura des différences, on ne sera pas toujours d'accord, mais qu'on puisse, et je crois, dans certains établissements, il y a des moments, il faut effectivement peut-être adoucir les mots, il faut pacifier les relations. En tout cas, il y a un travail à faire, et je crois que ce travail-là, nous pouvons le faire avec tout le monde. Et si aujourd'hui, on commence à parler un peu de l'école, ça n'a pas toujours été le cas, et je crois que malheureusement, le Covid a permis, et ça je le répète souvent, le Covid a permis à nos élus politiques de comprendre qu'il y avait un bâtiment qui s'appelait école. Et là, il y a des enfants qui se formaient là.
et à qui on inculquait Merci. Des connaissances. Merci Michel Gédéon. Alors maintenant Raymond. Non, en fait. Non, je Il a la parole. Je suis pas surpris. Non, en fait, conclure sur un exposé que j'ai pas fait, c'est toujours un peu. Moi, je trouve ça toujours hilarant. C'est une forme de violence, tout ça. Pour revenir à l'école et à la question posée, je reste sur mon propos. Qui est non pas... merci du coup de projecteur pour M. Dorville, qui se bat comme un beau diable depuis des années à proposer des choses, puisque en fait, on nous vend, ou ça nous intéresse qu'on nous vende une école parfaite. En fait, elle est imparfaite, elle est à l'image de la société. Et vous avez des acteurs qui proposent des alternatives pour que justement un certain nombre d'enfants ne se retrouvent pas à la rue. C'est le cas de M. Dorville qui travaille depuis longtemps sur les méthodes d'apprentissage, parce que c'est pas normal effectivement que l'école de la République se gosse de ses réussites, alors qu'en final de compte, on est dans une machine à fabriquer des crétins. J'appuie et je confirme. Je trouve anormal que des personnes soient diplômées et des bacs, des masters et n'arrivent pas à faire une composition, ou sinon vous êtes obligé de vous alcooliser pour pouvoir pour pouvoir corriger leur copie, parce que pas de structuration. Non, mais c'est ça la violence, c'est toutes ces choses-là. Mais c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, on veut absolument identifier un coupable, alors qu'en fait, c'est tout le système qui est gangréné. On oppose deux écoles, et je finis mon propos, parce que c'est ça mon exposé tout à l'heure. L'école de la ruralité, les enfants qui étaient en échec, ils n'étaient pas vraiment en échec, j'aime pas cette notion parce qu'elle n'existe pas. L'enfant qui ne réussissait pas dans l'école de la ruralité, eh bien, il était paysan, il était forgeron, il était absorbé, d'accord ? On a créé les filières manuelles aujourd'hui pour récupérer ces enfants-là, encore une fois, parce que la société, elle est comme elle est bancale, et donc les réponses ne peuvent pas être lisses. Et l'école d'aujourd'hui, celle dont on est en train de parler, et on se pose la question pourquoi il y a des violences, ben, la première cause de la violence, c'est l'absence d'argumentaire. Donc en fait, il faudrait qu'on réapprenne aux enfants à parler, tout simplement. Pour pouvoir supporter ton petit voisin, il faut déjà que tu connaisses qui il est. On a une difficulté parce qu'on veut une école qui soit lisse alors qu'on est dans un bassin interculturel. Et l'école de la Guadeloupe, je suis désolé, ne produit pas d'échecs parce que les enfants du bassin caribéen réussissent. C'est les nôtres qui ne réussissent pas. Quel jour on aura l'honnêteté de dire ça? Comment tu m'expliques effectivement que nous n'arrivons pas à faire progresser nos enfants et les autres qui viennent sur le territoire font progresser leurs enfants? Donc ce n'est pas une question d'école, ce n'est pas une question d'enfants, c'est une question de philosophie et de vision. Est-ce qu'on a encore une vision pour nos enfants? C'est une question laconique que je laisse là. C'est tout. C'est un tour de table. Ah oui, sinon, on peut reprendre la parole, il n'y a pas de problème. On a encore beaucoup de choses à dire. Maintenant, Jean Dernaud. Oui, alors, je vais commencer d'abord par rejoindre le dernier intervenant qui disait que l'école ne fait pas toute l'éducation. Donc, ce n'est pas que l'école. La violence n'est pas présente qu'à l'école, elle est présente dans la société. C'est aussi la société qui va mal, qui fait que ça rejaillit sur l'école. Je l'ai dit tout au début aussi, c'est parce que l'école ne réussit pas à se protéger suffisamment de cette société pour pouvoir permettre l'apprentissage de manière sereine, ce qui fait qu'on a des faits de violence. Maintenant, comment résoudre les problèmes de la violence? Je pense peut-être qu'on n'y arrivera pas tout à fait, mais je pense pour rejoindre monsieur... J'oublie son nom, Raymond, voilà. Je pense que si on fait avancer la culture, il y aura plus de chances de dialogue, plus de chances de communication, plus de chances de confrontation d'idées. Parce que lorsqu'on arrive à la violence, c'est généralement un aveu de faiblesse, un aveu de puissance. Donc moi, je crois que, encore une fois, je l'ai dit au début, quand la culture avance, la violence recule. Je le dis dans l'autre sens cette fois-ci. Et comme on n'a pas les commandes de cette école, qui d'ailleurs ne nous ressemblent pas, moi je crois qu'il est peut-être temps qu'on pense sérieusement à l'éducation. Donc je suis d'accord avec M. Gédéon. L'école, c'est tout le monde ensemble, hein, parents, citoyens guadeloupéens, enseignants, élèves aussi.
Je suis d'accord pour qu'on se mette autour d'une table, pour qu'on y pense, mais il faut pas seulement penser son organisation, il faut penser les programmes. Et pour ça, il faut franchement poser la question de la responsabilité de l'école en Guadeloupe pour la Guadeloupe. Merci. Harry? C'est vrai que c'est vraiment un vaste problème, mais je crois que surtout, le grand problème aujourd'hui de cette violence de l'école, il y a un fait, c'est que, alors justement, on parlait d'ascenseur social. L'école ne fait plus rêver nos parents. L'école, pour eux, c'était la solution pour leurs enfants. Et quand on réussit à l'école, on a réussi sa vie. L'école ne fait plus rêver. Et l'école même dévalorise ses affaires, parce qu'aujourd'hui, et on parle beaucoup de milieu professionnel, de formation professionnelle, etc. Mais on parle toujours en dénigrant. On n'a jamais encore bien valorisé ça. Alors, moi, je pense que si on veut arrêter la violence à l'école, je parlais au début, j'ai parlé de football et basket. On n'a pas bien compris une chose. Alors, je vais donner un autre exemple. Parce que l'homme qui fait le plus gros chiffre d'affaires en France dans la construction de logements, il a 42 ans, il fait 540 millions de chiffre d'affaires, il a un CAP de plomberie. Il a 42 ans. Oui. L'école c'est un endroit où on apprend à comprendre et à se positionner. Après, c'est chacun en fonction de ses compétences. Mais c'est un lieu où on se donne les premiers outils et après, on s'éveille. On se réveille et on définit son choix. Donc, maintenant, il faut justement redonner sa place à l'école à ce niveau-là. On n'y croit plus, donc les gens aujourd'hui, d'où d'ailleurs la violence. Mais c'est une violence qui il n'y a pas de finalité, on ne le sent plus. Alors que non, il faut remettre les choses à leur place. Et aujourd'hui, il faut donner tout. C'est pas à l'école qu'on réussit sa vie professionnelle. C'est un outil pour après réussir sa vie professionnelle en fonction de soi, en fonction des choix qu'on fait, de sa personnalité, etc. Et voilà comment. Je pense qu'il faut lutter contre cette situation de violence. Ceci étant dit, je contraste qu'on tombe toujours sous le même débat. Rien n'est jamais organisé, tout est mal organisé et rien n'est cohérent dans ce pays-là. Alors là, messieurs, je vous dirais, on peut faire toutes nos théories. On s'est planté tout le temps, on se plante tout le temps parce que c'est pas cohérent. Et vous savez, moi, quand vous avez des bateaux de 50 pieds, ils tirent un petit machin, un petit zodiac pour que ça serve pour aller au sec. Mais quand vous avez un bateau de croisière de 200 mètres, mais les petits bateaux sont portés dessus. Il faut savoir, nous, quel est notre rôle? On est traîné par un mastodonte qui aujourd'hui est l'Europe et on n'arrive pas à s'organiser dans ça. Mais on n'a pas l'air de vouloir le comprendre. Je n'ai jamais vu la Guadeloupe aussi vide, aussi incohérent, aussi déstructuré. Et il y a plein de choses à dire, à débattre là-dessus. Parce qu'on parle du transport. Le transport, on a mis 15 ans à tout dans on n'a pas fait. On rate tout. On est en train de tout rater. Et donc, on ne peut pas réussir l'école. Parce qu'on est en train de tout rater. Donc, on réussit notre échec. Donc, oui, on réussit notre échec. Voilà, merci. Merci, messieurs, et j'aimerais vous rappeler l'adresse mail que les choses soient dites @gmail.com, que les choses soient dites @gmail.com. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Nous nous retrouverons pour un autre thème mercredi prochain, un thème qui va peut-être nous permettre de trouver la solution au niveau de l'école, au niveau de la violence, au niveau... Puisque Harry disait que rien n'est organisé dans ce pays, le thème nous permettra peut-être de voir organisation en Guadeloupe. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et pour tous ceux qui nous ont appelés, merci pour votre contribution et ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions ou réagir, ça sera pour la semaine prochaine. Excellente soirée à tous.